au lieu de dire on va essayer de comprendre pourquoi t'as mal et on va traiter le pourquoi t'as mal, on a juste enlevé les trucs qui te faisaient mal et tu arrives au cabinet et en fait tu n'utilises ton corps qu'à 20%. Ton corps il est surpuissant que tu peux faire tellement plus et que tu te sens vraiment bien. Ton corps n'est que le reflet de ton mode de vie. Il y a vraiment des médecins qui sont pas à jour et j'ai vraiment envie de les cogner parce que clairement ils abîment nos patients. Quand tu parles de régime, j'aime bien aussi retourner à l'origine latine du mot. Régime, c'est diriger. Finalement, un régime, c'est ce qui dirige son corps et pas ce qui le restreint. La douleur et l'intensité de la douleur n'est en aucun cas corrélée avec ce qui se passe. Tu peux avoir un accident de voiture, avoir une triple fracture tibia-péroné. Si t'as la personne qui tu tiens le plus sous la voiture, je te jure, tu te mets debout et la voiture, tu la lèves. Bienvenue dans Corps et Esprit. Le podcast qui muscle votre corps et renforce votre esprit. Nous sommes Meryl Bissonnier Et Flavio Guionneau, coach santé depuis 2019, fondateur du Pareto de la santé, notre accompagnement pour se remettre en forme physique et mentale. et de Nutripreneur, notre marque de compléments alimentaires de qualité supérieure fabriquée en France. Dans ce podcast, nous discuterons de santé physique et mentale à 360 degrés. Afin de développer un corps et un esprit solides pour réaliser vos rêves et défis les plus fous. Bon épisode. Bon les amis, bienvenue sur ce nouvel épisode de Corps Esprit. Aujourd'hui on accueille un invité d'honneur, on accueille Aymeric qui va pouvoir se présenter. On est trop content de te recevoir. Merci. Tant qu'on voulait une personne dans ce secteur-là. Ouais, ça s'est vraiment fait il y a Très quoi, vite. 10 jours. Ouais, Comme assez ça on vite, s'est ouais. écrit salut, tu passes, oui, quand, samedi, go, c'est parti. Un peu tôt de ce que j'ai compris. Donc, ouais, on voulait faire l'épisode à 15h, Aymeric nous dit non, c'est 9h du matin ou rien. Bah, Ça c'est nous bien. va. T'es un lève-tôt. Ouais, je suis lève tôt, couche tôt. Ok. Vraiment, je l'ai jamais trop bossé, mais si vraiment un jour je devais faire un chronotype, je sais que ça me correspond très bien. Je préfère vraiment me lever à 6h et bosser de 6h05 à 8h que me coucher 2 heures plus tard et remettre ces 2 heures de taf. Donc, Ok, trop bien. Putain, je suis curieux de savoir comment tu fais. Bon, attends, d'abord, on va te présenter. oui, Ouais, bon, ouais, on ouais. va directement les deux pieds dans la... On se calme, on se calme. Aymeric, qui es-tu? Que fais-tu? Dis-nous Raconte-nous. Ma vie, mon œuvre. Bah, déjà, merci pour votre invitation. Avec Donc moi, plaisir. Aymeric, donc je suis kiné du sport et ostéo. Donc je travaille sur Paris depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Et en plus de ça, j'ai une autre activité, créateur de contenu sur les réseaux, où mon idée, c'est d'aider les gens à mieux comprendre leur corps pour mieux en prendre soin. Et ça, je l'ai vraiment compris, moi, avec mes patients au cabinet, c'est que tu peux lui expliquer la meilleure technique, le meilleur exo, si le patient, il a rien habité, qu'il le fait pas, du coup, bah, en fait, ça servira à rien. Ouais. Donc, par ma profession, en fait, j'ai appris progressivement à vulgariser, à essayer de faire passer des idées aux patients. Et après, bah, faisons ça à grande échelle. Donc, les réseaux sociaux, j'ai commencé un peu comme ça. Magnifique. Et comment on peut définir alors l'activité de kiné? Genre, C'est une bonne question. Alors, tant que tu me demandes pas la différence entre un kiné et un OCO, c'était la prochaine question. Et attends, avant ça, je voulais dire aux gens, écoutez tranquillement l'épisode. Ouais. Parce qu'il y aura le e-book en description pour récapituler un petit peu tout ce qu'on a dit. Donc, posez-vous, Ouais, on écoute. écoutez. Et prenez pas de de notes. toute façon, posez-vous parce que je parle beaucoup trop vite. Eh ben, c'est Et pas que vous ne pourrez pas prendre de Mais notes c'est un parce que sudiste, de c'est un base, on me dit sudiste, tout le donc. temps. Full valeur, Tu sais, allez. dans mes vidéos, à chaque fois, genre, trop bien ce que tu racontes, mais, et là, je sais très bien, c'est quoi? Tu parles un peu vite. C'est la passion. C'est la passion. C'est quoi un kiné? C'est une bonne question. Je sais quand est-ce qu'il faut aller le voir. Si je devais le définir, ce serait... Alors, c'est compliqué parce que, en fait, la profession de kiné, c'est une profession où tu as énormément de champs d'activité différents. Ok. Moi, par exemple, en libéral, je me suis spécialisé ce que j'appelle le musculo-squelettique. Donc, en gros, je vais aider les patients qui vont avoir des douleurs de tendons, d'articulations, de nerfs. Donc, en gros, j'ai mal au dos, j'ai mal aux genoux, j'ai beaucoup de sportifs, etc. Mais la kiné est très vaste parce que, par exemple, tu vas avoir des kinés spécialisés en pédiatrie Ouais. qui ne vont s'occuper que des enfants. Tu as des kinés spécialisés en neurogynéco, des kinés spécialisés en pneumo, en gériatrie, etc., etc., etc. Donc j'aurais du mal à définir concrètement, allez, on va dire un thérapeute qui, à travers ses mains et ses connaissances, aide une personne à atteindre ses objectifs physiques et de Ok. douleur. Enfin, en improvisant, ça te donnerait un truc un peu comme ça. Mais c'est assez compliqué parce qu'en fait, selon où tu vas travailler, avec qui tu vas travailler, tu vas pas faire la même chose. Et en plus, on a un métier qui a beaucoup évolué ces 5-10 dernières années sur la manière dont on travaille avec nos patients et la prise en charge. Je rentre là-dedans, Bah, où on est passé, en fait, donc moi, je suis diplômé de 2013, donc un peu plus de 10 ans maintenant. Et en gros, la vision qu'on avait du corps, de l'humain et du traitement, c'était ce qu'on appelait la vision biomédicale. En gros, Flavio, depuis ce matin, t'as mal au genou, tu sais pas pourquoi. Bah moi, je me dis, attends, mais c'est-à-dire que son genou, il a un truc. Donc c'est quoi? C'est son ménix, c'est sa rotule, c'est son cartilage. Biomédical. Une douleur vient d'un tissu qui t'envoie un message. Ok. Et ça, on a beaucoup fait évoluer notre vision sur ça. Et c'est pour ça que dans ma définition, j'ai aussi dit par ses connaissances. Et aujourd'hui, on a ce qu'on appelle un modèle biopsychosocial. Donc le bio, bah, c'est dans quel état est mon tendon, mon cartilage, mon ménisque, tous les tissus du genou, si on reprend ton cas de ce matin. Mais le psycho, bah, ça va être dans quel état moi je suis ce matin.
Ok, est-ce que tu t'es peut-être levé un peu tôt parce que t'avais la flemme de venir te faire un podcast avec moi? Peut-être que hier avec Meryl il se passait un truc et on peut pas en parler, mais donc tu te réveilles différemment. Donc comment est ton état global en lien avec ce genou? Tiens, pour toi le genou, qu'est-ce que ça représente? Ah mais c'est hyper important parce que maintenant que t'as plus de genou, 1, tu peux plus aller faire de sport, 2, tu peux plus marcher pour enregistrer ton podcast. Donc c'est quoi les conséquences? Donc en fait, quelle est cette représentation pour toi? Et social, ça va être ok, cette blessure du genou, quel va être mon impact au vu du regard des autres? Est-ce que Meryl, elle va être soutenante ou est-ce qu'elle va se moquer de moi? Est-ce que les gens vont dire, oh là là, t'as le genou d'un mec de 80 balais, t'es vraiment plein d'arthrose, t'abuses? Est-ce que, toi, c'est pas le cas, mais si je travaille dans un bureau, mes collègues vont se moquer de moi? Est-ce que c'est compliqué de poser des RTT? Quel va être un peu l'impact sur la société de ma douleur de genou? C'est bien. Et donc, s'il y a la douleur de genou qui apparaît, c'est pas que le modèle biologique qui a monté, ça peut être le biologique n'a pas changé, donc entre hier quand tu t'es couché et ce matin quand tu te réveilles, ton genou biologiquement est le même. Par contre, le psycho et le social peut avoir changé. Évidemment, les trois peuvent avoir changé, etc., etc. Et aujourd'hui, on essaie vraiment de voir nos patients à travers ce prisme. Il y a des patients où c'est vraiment biologique, genre j'ai pris un bus à 130, j'ai mal au genou. Oui, Ouais, c'est pas la couleur du bus le problème, c'est qu'il y a eu un bus à 130 qui m'a percuté. Des fois, c'est que psychologique, des gens qui ont des douleurs de dos juste parce qu'en fait, dans leur mode de vie, ça va pas. L'émotionnel peut avoir une part importante, des gens qui ont des douleurs de dos, de ventre, qui sont stressés. Tu vois, là, je dis, c'est peut-être plus les psychologiques qui aiment. Des fois, c'est que social, des fois, il y a les deux, des fois, il y a les trois. Mais par contre, quand moi, j'ai un patient, je suis obligé de penser aux trois catégories. C'est bien que ce soit vraiment complet, quoi. Maintenant, il n'y a plus l'aspect, vraiment, comme on dit, corps et esprit, quoi. Ouais. On allie vraiment les deux. C'est ça. Ouais. C'est exactement ça. C'est que le corps, c'était le modèle biomédical et esprit, ça va être le modèle plus psychosocial qu'on a intégré. Et au final, qu'on intègre en kiné, mais qui commence à se diffuser sur l'ensemble de la médecine de manière globale. C'est de plus dire, mais je trouve que ça évolue bien. Par exemple, je vois des patients qui ont des cancers. À l'époque, c'était cancer, tu prends ta chimio, point barre. Maintenant, tu as des accompagnements psychologiques, on essaie de les faire bouger, tu vois. Cette prise en charge qu'on va appeler un peu holistique, plus globale, elle se diffuse quand même sur la médecine. Nous, en kiné, je pense qu'on est peut-être l'un des métiers où on a le plus le temps avec nos patients. Dans le modèle du système de soins français, en théorie, un patient, en kiné, c'est un patient par demi-heure, un patient à la fois. Okay. Ça, c'est en théorie. Après, beaucoup de kinés travaillent différemment. T'en as qui les prennent 1 heure, mais qui en prennent 5 en même temps. T'en as qui travaillent différemment. Et c'est des patients qu'en général, tu vois quand même plusieurs fois par semaine. Oui. Et c'est pour ça qu'on a un peu cette idée de le kiné, c'est un peu le bon copain, tu vois, tu le vois plusieurs fois. Moi, j'ai les patients, tu les tutoies au bout de 2 séances, ils te racontent leur week-end le lundi matin quand ils ont des grosses cernes, tu vois. T'as un peu ce côté bon pote, ils font leurs exos, on discute entre les reps et les séries, enfin, tu vois. Mais t'as aussi ce côté un peu confident, où moi, j'ai des patients et des patientes, beaucoup, qui ont des histoires un peu lourdes, tu vois, avec leurs douleurs. Je pense à des femmes qui vont avoir de l'endométriose et des douleurs de dos, des femmes qui ont pu avoir certains traumatismes dans leur passé, qui ont des douleurs en lien avec ça. Si là, tu fais que du biomédical, tu passes à côté. Tu passes à côté. Tu peux lui faire le meilleur massage, le meilleur étirement, la meilleure technique. En fait, il y a autre chose derrière. Et donc, le fait d'avoir le temps, nous, le bilan au cabinet, par exemple, c'est 1 heure. Tu vois, et je me vois pas faire moins aujourd'hui. Je peux faire moins en faisant qu'un bilan biomédical, mais je peux pas faire moins d'1 heure en faisant un biopsychosocial parce que le temps de lui demander ce qu'il a, de le comprendre la douleur, d'où ça vient, donc quel tissu, ok, maintenant que j'ai compris le biomédical, ok, ça veut dire quoi pour vous, qu'est-ce que vous en comprenez, ok, vous avez fait une radio du dos, le gars il vous a dit que vous avez une hernie, ok, pour vous c'est quoi une hernie, ok, nanana, c'est trop long. Donc c'est important d'avoir ce temps-là et les patients on a la chance de les revoir. Donc je pense qu'on est l'une des professions, tu vois, par rapport à un généraliste, on a tous vécu ce côté où le généraliste il te prend 5 minutes et basta quoi. Etc. Les chirurgiens, je t'en parle même pas, j'ai des patients qui reviennent. Des fois, je passe 1/2 heure après un rendez-vous avec un chirurgien juste pour faire de la théorie. Ok, bon bah le mec il veut t'expliquer dans ton ligament croisé que tu t'es fait au ski. C'est très biomédical, hein. Je suis tombé au ski, je me suis fait croiser, mon genou il est instable, je veux qu'on me remette un ligament pour le stabiliser. Ouais, mais bon. Et on t'a pas expliqué combien de temps ça va durer la rééduque, c'est quasiment 1 an de rééduque, un ligament croisé. On t'a pas expliqué au bout de combien de temps tu peux remarcher sans les béquilles, recourir, renager. On t'a pas expliqué que ta rééducation, elle va pas être linéaire. Tu vas pas genre aller mieux de 2% chaque jour pendant 1 an, tu vas avoir des moments où tu vas être moins bien, en fonction aussi de ton psychosocial. Des fois, on va tester un exo, il va pas bien se passer, ton genou il va gonfler, mais c'est ok, c'est classique, tu vois. Et vraiment, donc les chirurgiens, là-dessus, c'est catastrophique, sur le côté psychosocial, etc. Mais t'as d'autres secteurs, je pense, tu vois, la cancéro, je pense que c'est un sujet sur lequel ils sont sensibilisés un peu plus à ça, et où on va prendre le temps de mieux comprendre toute cette sphère-là de la prise en charge. C'est bien, parce que c'est vrai que c'est bien que t'en parles, parce qu'on n'a pas l'impression, point de vue médical, que ça évolue beaucoup. Moi, je pense toujours à ma meilleure amie qui est en médecine, et quand elle m'a montré ses cours, je trouvais que sur la médecine générale, sur la côté holistique, santé, nutrition, ça n'a pas du tout évolué. Donc, tu as l'impression que ça évolue pas sur le préventif, sur l'holistique. Donc, ça fait plaisir de voir que ça évolue. Et tant mieux sur ta profession si les kinés prennent grave ça en charge, parce que
pareil, on se rend pas compte qu'un kiné peut faire autre chose que juste de la rééduque, etc. Et qu'il y a vraiment tout le côté autour, justement, le psychologique, le social à prendre en compte. Ouais, totalement. Et les patients, en fait, ils sont assez preneurs. Après, malheureusement, donc je vous ai expliqué un peu quel est le modèle de système santé. Un patient pas bien, un patient à la fois. Malheureusement, on est payé que, on va dire, entre 16 et 16,50 €. Donc, la demi-heure, t'enlèves un tiers de charges et compagnie. Donc, en gros, il va te rester 5-6 €, que ça fait, en gros, t'es payé à 12 € de l'heure. Quand tu vois... je comprends pas. Ouais, attends. C'est vraiment comme ça que c'est censé être fait. Ok. C'est ce que voudrait Faceta. Et donc, c'est pour ça que, malheureusement, t'as des kinés qui ne peuvent pas. Ah oui. Sauf si tu bosses 12 heures par jour, 6 fois par semaine. Ouais. Et donc, vont prendre plusieurs en même temps, ou ne vont les prendre qu'un quart d'heure, etc. Et donc, malheureusement, le système de soins fait qu'on perd un peu ce côté-là. Ah oui. Tu peux très bien bosser en prenant les patients qu'un quart d'heure, mais je pense que tu peux des fois passer à côté de ça. Et moi, il y a plein de patients, par exemple, où je vois qu'il y a vraiment que du biomédical. Et en fait, ils ont besoin que de mécanique. Et maintenant, je leur envoie genre des PDF en disant, inscris-toi au fitness park. Et voilà, je te mets nombre de reps, nombre de séries, patati patata. Je t'explique, genre, la proximité à l'échec, en quoi c'est important sur ton renfo. Comme ça, si le 4x12, il passe bien, tu feras un 4x15 et tu l'auras compris et tu le feras tout seul. Ou tu descendras d'un poids. Et en fait, je les vois tous les 15 jours. Toutes les 3 semaines. Ouais, t'es obligé de trouver des techniques, Voilà. sinon tu perds trop de temps et toi, en fait, t'es pas gagnant. Quoi. Je comprends pas. Donc en fait, là, il y a un côté, c'est cool parce que c'est remboursé, mais il y a un côté où, par définition, le système a poussé les kinés à se dire, faut que je prenne 3-4 personnes en même temps parce que t'es payé moins qu'un caissier, quasiment. Je connais pas les tarifs des caissiers, mais en tout cas, pour un métier de santé qui demande 4 ans d'études, sur lequel on se reforme régulièrement. Ouais, c'est ça. Du coup, en plus, t'évolues. Là, c'est plus que la T'as ton cabinet à payer, t'as pas ta retraite, etc. C'est ça. C'est pour ça que nous, on a la chance à Paris de prendre un dépassement. Donc, c'est pour ça que moi, je dis beaucoup, oui, je prends un patient pas demi-heure, un patient à la fois, je prends 1 heure la première séance, mais ne tapez pas sur les kinés qui en prennent plusieurs en même temps, parce qu'ils peuvent pas tous prendre un dépassement, et donc ça se comprend aussi. Alors, il y en a clairement qui abusent, qu'en prennent 10 en même temps, c'est tout le monde dans la piscine, on fait tous pareil. Là, clairement, il y a de l'abus, mais comme dans tous les métiers, il y a de l'abus, on va pas se mentir. Et t'as des kinés qui essaient vraiment de bosser le mieux qu'ils peuvent, mais qui du coup, vont faire des séances de 20 minutes, ou alors, ils vont le prendre un quart d'heure, et après, ils vont le mettre sur le plateau technique. En gros, pendant un quart d'heure, ils vont faire la partie manuelle, et un peu le côté, ok, comment ça va, les impacts qu'on vient d'expliquer ensemble. Et derrière, ils vont sur un plateau technique bosser avec d'autres patients, etc. Et puis, il y a des patients qui aiment bien aussi, tu vois. Ça va permettre d'échanger avec d'autres personnes qui ont aussi la même chose, ou ils sont pas motivés, du coup, une autre personne qui progresse bien va les aider. Donc, il y a beaucoup de modèles maintenant de kinés différents. La kiné se spécialise beaucoup. Tu vois, moi, je t'ai dit que je fais que du musculo-squelettique. Donc, en gros, tu viens me voir parce que ton enfant a un problème, je suis nul, viens pas me voir. Ouais. Tu viens me voir pour ta grand-mère qui vient de tomber, viens pas me voir. Mais t'as même des kinés maintenant qui se spécialisent par articulation. Ah ouais. Tu vois, on en devient quasiment comme des chirurgiens. Et je pense à des amis qui sont sur les réseaux aussi, qui font que de l'épaule. Ouais. Un compte qui s'appelle, tu vois, on parlait des noms, je vous épaule. Je trouvais ça très stylé. Un nom. Et en fait, ne font que de l'épaule toute la journée. Okay. Mais par contre, en fait, sur une épaule, tu peux avoir 10 causes différentes. Donc, en fait, il a pas l'impression de faire toujours la même chose parce que des fois c'est le tendon, des fois c'est les cervicales, des fois c'est autre chose, etc., etc. C'est aussi l'origine de la douleur. Exactement. Et que chaque patient est différent. Donc voilà, il y a beaucoup de façons de travailler différentes. La kiné, c'est vraiment en train de beaucoup évoluer. Ça n'a plus rien à voir avec ce que j'ai appris il y a 10 ans. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai des étudiants qui me demandent, Aymeric, c'est quoi qui est le plus important? Je leur dis la natte et les délais de cicatrisation. Ouais. C'est peut-être les 2 trucs qui ne bougeront pas. Mes bilans n'ont plus rien à voir avec ce que je faisais, mes traitements n'ont plus rien à voir avec ce que j'ai appris. Donc je leur dis, bombarde la natte, ça changera pas. Bombarde la biomécanique, genre quand je plie, quand je tends, qu'est-ce qui se passe, ça bougera pas. Et après, les traitements, tu vas te faire la main, ça va évoluer. Et moi, je bosse plus. Et je pense que dans 10 ans, je bosse plus comme ce que je faisais il y a 10 ans. Et je pense que dans 10 ans, ma manière de bosser aura encore changé. Tu vois? Ouais. En vrai, c'est pareil. Nous, on fait du coaching, sport, nutrition, plutôt pour entrepreneurs cadres. Ouais. Et en fait, au début, tu coaches un peu tout le monde. Et après, tu te retrouves à dire, mais en fait, il y a des gens qui n'ont pas les emplois du temps. Et donc, tu vas trouver des nouvelles méthodes. Ouais. Des méthodes, en fait, qui sont pas écrites noir sur blanc sur les livres. Et je suis sûr que dans 5 ans, j'aurai encore d'autres méthodes. Tu vois, t'as rigolé tout à l'heure en off, tu m'as dit, c'est pas très Pareto. C'est cette notion de Pareto de la santé, j'en parle tout le temps. Et dans 5 ans, ça se trouve, il y aura un nouveau truc, tu vois. Et c'est ça qui, je trouve, qui fait aussi la qualité d'un professionnel, peu importe son secteur, c'est de se dire, tiens, il change. Ouais. Il y a un socle, une philosophie qui est la même. Une base, mais en fait, le mec, il peut dire, je me suis trompé. Ouais. J'ai trouvé mieux. Regardez ce qu'a dit la science, qui est encore plus stylé. Ouais. Ouais, il remet ses connaissances en question. Ouais, et puis il évolue tout le temps. Genre, tu vois, je prends un exemple, les purs go muscu qui font les mêmes séances depuis 2010. Alors qu'en fait, tu vois, par exemple, tout ce qui est, je sais pas, je prends une bêtise,
le développé incliné, bah finalement en fait est-ce que ça fait tant la partie claviculaire, on sait pas, mais il y a pas de remise en question, c'est bon, ben on y va, on met lourd. Puis si ça se trouve tu pourrais avoir autant de résultats avec beaucoup moins d'efforts, donc beaucoup moins de récupération derrière et beaucoup plus de temps de vie. C'est un exemple. Mais je pense que là, tu mets le doigt sur un élément qui est très pertinent avec nos métiers de manière globale. C'est le côté, en fait, on ne répond pas tous de la même manière à plein de stimulus différents. Stimuli. Et tu vois, par exemple, nous, en kiné, on a des recommandations pour les traitements. Par exemple, les douleurs de dos, donc lombalgie, lombaire, algie, douleur. Donc en gros, quand t'as mal au lombaire, on dit que t'as une lombalgie. C'est pas un diagnostic, c'est juste pour, tu vois le médecin, tu dis, j'ai mal au dos, bah lui, il te dit, ouais, t'as une lombalgie. Okay. Il t'a dit la même chose, mais juste avec un mot un peu plus cool. Mais on sait, en tout cas, qu'une lombalgie qui apparaît dans, j'ai plus les valeurs exactes, mais j'ai un truc comme 70 à 80% des temps, si tu ne fais rien, ça évolue positivement. Juste en restant un peu actif et compagnie. Et que les meilleures recommandations, c'est pas d'imagerie, reste actif, stresse pas, ça va bien se passer. Mais ça, c'est 80%. T'as 20% où il y a vraiment des besoins, et sur ces 20%, t'as encore des pourcentages beaucoup plus spécifiques. Mais si tu ne fais que du 80%, genre toujours la même chose, t'inquiète pas, ça va aller ton mal de dos. Il y en a chez qui ça va marcher, d'autres chez qui ça marchera pas. Et tout à l'heure, on parlait des techniques plus ou moins prouvées scientifiquement. Bah, des fois, t'as des patients, t'as beau faire tout ce qui est recommandé dans la science, ça marche pas. Et j'ai des patients comme ça, j'ai fait tout, j'ai nanana. Et il me dit, mais moi, je vais aller voir mon magnétiseur et maintenant, ça va vachement mieux. J'ai absolument rien côté magnétiseur. Mais moi, dans mon esprit, où on passe d'abord sur ce qui marche le mieux et après, on voit, magnétiseur, il arrive quand même vraiment en bas de la chaîne. Pas en bas, on va dire à la fin de la chaîne pour pas mettre du jugement de valeur sur le métier. À la fin de cette chaîne, mais des fois, il y a que ça qui marche. Ou médecine chinoise ou acupuncture, tu vois. La médecine chinoise, je trouve que ça cartonne en ce moment. Tu vois, c'est comme la relance métabolique. En fait, si tu te plonges dans la littérature scientifique, il n'y a pas de preuves. Maintenant, à chaque fois que j'ai un gars et je lui dis pour maigrir on va manger plus et mieux, ça fonctionne. Et t'as ce truc un peu bizarre de dire bah écoute en vrai scientifiquement j'arrive pas à t'expliquer comment quand tu passes de 1500 à 1800 calories en fait tu perds du poids. C'est tu dis c'est tout l'inverse. Mais ça fonctionne. Marche, Après, tu vois, la perte de poids, c'est pas ma formation de base, mais c'est un sujet que j'adore et sur lequel je me suis quand même beaucoup renseigné. Parce que c'est un sujet récurrent aussi chez les patients. Perdre du poids, et puis le lien au corps, tu vois, la vision qu'ils en aient et compagnie, tu vois. Pas perdre du poids, c'est pas que genre j'ai 40 kilos à perdre. Mais des fois, j'ai des patients, une fois encore, souvent des patientes, qui sont déjà extrêmement fines et qui veulent perdre du poids. C'est marrant, on en parlait ce matin. On en veut au monde de la couture. Qui tient à normaliser des mannequins femmes avec la peau sur les os. Et je me suis dit, en fait, c'est pas ça le corps d'une femme. Je dis pas que le corps d'une femme, ça doit être comme ça. Mais en tout cas, naturellement, c'est pas comme ça. Et en tout cas, c'est pas du tout des recommandations santé. Tu vois, un taux de masse grasse trop bas, tu y mets l'appréciation visuelle que tu veux, mais purement, est-ce que c'est bon pour la santé? C'est non. T'es juste trop bas, niveau hormonal et compagnie, t'es dans les chaussettes. Et puis par des mannequins, la génération Kate Moss, on a une dizaine d'années d'écart, vous et moi. Mais je pense que vous avez quand même un peu cette vision-là. Comme aujourd'hui, les langues se délient et c'est des filles qui sont complètement compues leurs règles depuis longtemps, tu vois, qui ont eu beaucoup de problèmes, etc. Enfin, ça respire pas la santé. Non, tu vois, tu y mets la note visuelle que tu veux, mais ça respire pas la santé. Même le visage, ça se voit, c'est creusé, c'est pâle, tu sens qu'il manque un truc, quoi. Donc oui, donc le sujet du poids est un sujet récurrent. Et par exemple, pour cette relance métabolique, bah, en fait, je me dis, est-ce que c'est pas juste des trucs qu'on n'a pas encore compris? Tu vois, des fois, moi, j'en parle avec des patients ou patientes qui ne comprennent pas et je leur dis, ouais, mais peut-être que tu vas consommer 300 calories de plus, mais en fait, cette énergie que tu vas avoir va peut-être faire que ton NEAT, donc NEAT, hein, pour ceux qui l'ont pas, c'est genre l'énergie que tu vas dépenser en faisant tes courses, ta vaisselle, et là, tu vois, on discute, je bouge mes bras, etc. Comme en italien. Bah, en fait, peut-être que ça, spontanément, tu vas un peu plus monter l'escalier, tu vas peut-être faire une sortie vélo avec tes enfants le week-end parce que t'as un peu plus de jus, et qu'en fait, ces 300, tu vas les récupérer en bougeant un peu plus. Tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça qu'on maîtrise pas, et c'est peut-être ces éléments-là qu'on n'arrive pas encore à bien mesurer ou bien expliquer, mais tout le monde va pas réagir de la même manière. Donc en fait, tu vois, là on en parlait, je prépare une vidéo sur les protéines, et en fait je regardais, donc c'est quoi un peu la référence scientifique de quelle est la consommation optimale de protéines à prendre. Donc t'as le côté genre juste pour se maintenir, qui est assez bas, et quand vraiment t'es en prise de masse, on a tous 1,5 à 2 grammes, pour faire simple en tête, de protéines par poids de corps à consommer par jour. Et en fait, dans les études, même les scientifiques te le disent, il y a un vrai écart qu'on n'arrive pas à expliquer. Et donc, en fait, le mieux, ça va être de tester. La moyenne est à 1,6. Donc, en fait, t'en as, ils réagissent bien à 2, il y en a, ils réagissent bien à 1. Donc, ça te fait cette moyenne-là que tu vas retrouver du coup. Mais en fait, il y en a, et ça va être ce que je vais dire dans ma vidéo, c'est qu'en fait, ok, t'as fait 1,6, cool, ça fait du bien. Maintenant, teste 1,8. Pas de diff, bon, bah, redescends 1,6. Tu te sens encore mieux? Ok, teste 2.
Tu vois? Et il y a le côté aussi où, et là, on rentre encore plus dans le détail, c'est la qualité de tes protéines. Ouais. Est-ce que tu achètes ça, c'est encore autre chose, ouais. Voilà. Est-ce que là, je sais pas si vous avez suivi, il y a l'Europe et l'Amérique du Sud qui sont en train de passer un accord pour qu'on importe les viandes argentines et plutôt d'Amérique du Sud, donc qui sont bourrées aux hormones. Mais en échange, nous, l'Europe, pourra vendre des choses en Amérique du Sud. Et ça pose problème parce que tu te dis, demain, en fait, dans les restaurants, il faudra plus manger de viande. Ouais. Parce que déjà que bon, là, en vrai, quand tu prends un burger, tu sais pas. Mais un burger qui a pas les normes françaises, honnêtement, moi, j'y toucherai pas. Ouais. Et tu vois, cette question de est-ce que tes protéines, elles viennent d'une viande nourrie à l'herbe du Cantal ou est-ce que elles viennent des States? Ouais. Et là, tu vois, c'est très dur à mesurer. Et tu vois, nous, on a remarqué que même si des fois, on mange moins de protéines, on a vraiment augmenté très très haut la qualité des protéines qu'on mange. Bah, du coup, ça se compense largement. Je n'observais aucune différence physique. C'est-à-dire que des fois, même, il y a des plats où, tu vois, je sais pas, je vais me faire des pâtes pesto avec de la mozza. Bon, il y a un peu de protéines, mais tu vois, il n'y a pas une source en mode saumon, steak, bœuf. Aucun impact physique. Ouais. Et cognitif, rien. Parce que par contre, ton bœuf, il est nourri à l'herbe, tes œufs sont bio, nourris aux graines de lin, ton saumon, il est sauvage d'Alaska. Enfin, oui, la qualité de façon, ça mais c'est pour ça que la nutrition, j'adore dire que je suis pas spécialiste, comme ça met les bases, mais que ça me passionne beaucoup. Parce qu'en fait, je trouve que c'est un sujet où à chaque fois que t'as une réponse, t'as une nouvelle branche de l'arbre. Ah ouais. Et là, par exemple, je te dirais, ouais, mais en fait, on sait aussi que 100 grammes de protéines de viande par rapport à 100 grammes de protéines végétales, t'as pas la même biodisponibilité. Exactement. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un domaine qui est tellement compliqué parce que à chaque fois que t'as un truc, t'as une nouvelle branche. Ah oui, mais il y a ça aussi. Et puis après, oui, mais à quelle heure je l'ai pris? Et puis est-ce que je l'ai associé avec des légumes qui vont aider à la digestion? Et combien, dans l'étude, dans mon article là que je vais écrire, c'est genre combien est-ce qu'on peut assimiler par repas aussi? Parce qu'en fait, prendre 100 grammes de prot sur un repas et sur 4, c'est pas la même chose. Et après, ils expliquaient que tous les acides aminés ne se consomment pas de la même manière. Et donc en fait 100 grammes d'un acide aminé, il y en a, tu vas pisser la moitié, alors que 100 grammes de l'autre acide aminé, vu qu'il va plus de temps à être décomposé, tu vas mieux, tu vois. Et là c'est passionnant, c'est passionnant. Mais tout le monde, tu vois. Non mais tu vois, et en fait dans le corps et dans la santé, c'est que ça. Tu vois, c'est que des trucs comme ça. Tu vois, on en parlait tout à l'heure, à l'époque, on était que biomédical, on comprenait pas, mais pourquoi est-ce que j'ai voulu faire la meilleure technique? Il a toujours mal au dos, il a toujours mal au genou. Ouais, mais parce que t'as peut-être pas pris ça en considération et qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Tu vois. Ouais, c'est ça. C'est qu'il y a des choses en fait qui marchent, mais c'est juste que c'est pas encore assez étudié aujourd'hui. Et c'est là où, en tant que pro de santé, c'est vraiment être capable de naviguer des fois là où t'es à l'aise, mais des fois tu navigues à l'aveugle complet, mais tu laisses pas ton patient, tu essaies de l'accompagner là-dessus. C'est ça. Et un truc où notre métier a beaucoup évolué, et ça m'a pris du temps avec les patients de le faire, c'est aussi de leur dire que je sais pas. Ouais. Tu vois, il y a une dizaine d'années, c'était non, je leur sortais des théories de l'espace pour leur expliquer leur truc, tu vois, parce que je leur osais pas dire non, je sais pas pourquoi vous avez mal. Et puis il y a un peu ouais, mais attends, il va penser que je suis nul, tu vois, si je leur dis que je sais pas pourquoi ils ont mal. Et en fait, aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que les patients, ils veulent des réponses, évidemment, mais ils sont pas si fermés à ce côté, genre, j'ai pas la réponse, mais si vous êtes OK, je vais quand même vous accompagner pour essayer de comprendre c'est où. Et là, par exemple, j'ai une patiente en tête. J'arrive pas à savoir pourquoi elle a mal au dos. Elle a des décharges dans la jambe et compagnie. Et, tu vois, j'ai fait tous mes trucs classiques. C'est pas son disque, c'est pas son nerf, nanana. Et je lui ai clairement expliqué. Mais je lui ai dit, par contre, je sais que ce genre de douleur, ça me fait quand même penser à ça. Et du coup, j'ai déjà eu des résultats positifs avec des patients et on va pouvoir le tester ensemble. Et en fait, elle est hyper OK. Et on n'a toujours pas étiqueté sa douleur de dos, mais par contre, on a augmenté la quantité d'exo qu'elle peut faire, elle a pu se remettre au sport, elle a toujours des douleurs, mais au lieu de n'avoir qu'un impact sur j'ai moins mal pour un nombre d'activités, en fait, maintenant, elle a mal de la même manière, mais elle peut faire beaucoup plus d'activités. Ouais. Et ça, c'est un spectre aussi de la rééducation qu'on a tendance à un peu mettre de côté des fois. On pense que genre, combien j'ai mal, ou combien je peux courir, etc. Et des fois, juste, t'as mal de la même manière, mais tu peux en faire beaucoup plus, et c'est aussi une porte de réussite en rééducation. Et donc ça a évolué. C'est que des fois, on sait pas, mais on peut accompagner un patient sur juste, OK, tiens, on va aller voir tel spécialiste parce que ça me fait penser à ça et que dans ton parcours de soins, ça n'a pas encore été fait. Et moi, j'envoie des fois vers des kinés ou des ostéos qui font des bilans que je sais pas faire sur, par exemple, le système vasculaire. C'est un truc que je maîtrise pas et je sais que c'est l'un des trucs sur lesquels je vais me former là dans les prochains mois et prochaines années. Mais d'avoir un vaisseau bouché, pour faire simple quelque part, ça peut entraîner des douleurs qui vont ressembler à des douleurs que je connais, de tendinite, de syndrome de l'essuie-glace, de périostite. Tu vois, les coureurs, c'est des trucs qui connaissent toutes ces douleurs-là. Et des fois, t'as des patients, ils évoluent pas. T'as beau refaire tout ce qui est préconisé, et en fait, c'est juste que toi, t'as pensé qu'il avait une tendinite ou un syndrome de l'essuie-glace, mais en fait, non, il a un truc juste beaucoup moins connu que tu sais pas bilanter encore aujourd'hui. Ouais.
Et donc il faut que tu continues de te former. Et donc moi je renvoie vers des collègues qui savent faire ce bilan-là, juste leur fait le bilan. Et mes amis là qui font de l'épaule, eux ils ont même développé un autre truc qui est trop cool. C'est genre, t'as une douleur d'épaule, je galère au câble, vas-y on va faire une visio avec ce kiné. Donc en gros il y a moi, mon patient, l'autre kiné en visio et on refait le bilan tous les 3. Ok. Tu vois, c'est trop cool, en fait. S'il y a une information en plus. Et parce que lui, il maîtrise mieux l'épaule que moi parce qu'il fait que ça tous les jours depuis longtemps. Et en fait, d'avoir proposé ça, je trouve ça trop cool. Et en fait, il me dit, j'ai des super retours d'autres kinés et les patients sont hyper OK. Ouais. Tu vois, tu pourrais dire, mais attends, mais il est nul mon kiné, il a besoin de faire appel à un autre kiné. Et en fait, non, juste, j'ai un nouvel œil extérieur, tu vois, un peu comme sur un chirurgien où tu vas souvent demander un deuxième avis. Ça paraît classique, parce que l'opération, c'est un truc qui est quand même très engageant. Ouais. Donc, ça paraît classique de se dire, je vais demander un deuxième avis, voir ce qu'il en pense. Et en fait, sur la kiné, il y a un peu cette partie-là qui s'ouvre aussi sur se dire, OK, en fait, un kiné, c'est tellement vaste qu'on fait que c'est OK de pas ça. Voilà, tu peux pas être spécialisé partout, donc tu peux demander de l'aide et exactement. c'est OK. C'est rassurant parce que tu vois, c'est rassurant, c'est pro, je trouve. Sur l'aspect coaching, nous, il y a des gens, des fois, on leur dit, mais on connaît des gens qui peuvent vous aider. Et il y a un peu ce biais de non, mais moi, je veux que ce soit toi qui me le dises. Et je dis oui, mais moi, je connais des gens qui sont encore meilleurs que moi. Donc, est-ce que tu veux qu'on soit potes ou est-ce que tu veux avoir les meilleures solutions? Et justement, comme tu dis, je trouve que c'est tout à ton honneur de dire je sais pas tout. T'imagines, tu dis OK, on va régler tes problèmes de poids, on va se mettre au sport, je règle tes problèmes de sommeil, je règle tes problèmes de stress, je règle tes problèmes d'hormones. T'es plus un gourou qu'un coach. C'est ce que je leur dis. Mais c'est peut-être la limite de la prise en charge holistique, c'est qu'elle demande du coup beaucoup d'intervenants. Et oui, et je trouve que c'est un peu une incohérence entre guillemets du marché. C'est que tu veux une prise en charge holistique, mais tu veux payer le même prix que quand t'as un seul professionnel là. Et en fait, il y a un problème parce que techniquement, tu pourrais te dire j'ai un diète, un coach, un psy, un endocrinologue, un kiné, enfin je sais pas, tu peux aller sans fin. Mais derrière, me demande pas que ça coûte 300 € par mois. Parce que c'est pas possible en fait. C'est clair. Moi, tu me dis demain, je sais pas, pimpe ma santé à fond avec 3 000 € par mois, je sais exactement qu'est-ce qu'on fait. Dans le sens, quel professionnel on peut mettre, etc. Et donc, voilà, quand tu viens avec un budget de, ça te fait sourire parce que j'en parle tout le temps, mais quand tu viens avec un budget de 200 € par mois et tu me dis, alors je perds du poids, mais attention, je veux aussi régler des TCA, puis, et c'est super, tu vois, c'est trop cool, mais je dis, mais. On va peut-être prioriser. C'est ça. C'est qu'il va manquer un peu de budget. Nous, on conseille plutôt de se dire, un jour, tu fais un coaching 3 mois à fond et après, t'as plus de problème, que tous les ans, tu fais un coaching bas de gamme de 3 mois et dans 10 ans, t'en fais toujours. C'est un peu la philosophie, tu vois. C'est être tellement bon qu'en fait, on va être inutile. Ok, je le vois. Après, j'aurais tendance à me dire, est-ce que des fois, bombarder en 3 mois, les gens que vous avez en face... Sur la problématique. Ouais, bien sûr. Parce que, tu sais, un peu ce côté, genre, tu fais tout à fond pendant 3 mois, mais en fait, ça te chamboule tellement ta vie que derrière, tu retombes dans tes anciens travers. Oui, le but, c'est qu'après, ils soient autonomes et ils continuent les bonnes habitudes. Nous, les gens qu'on a en 3 à 6 mois, ça passe. Ok. Parce que c'est suffisamment long pour que ça soit ancré. C'est ça. Et en gros, pour te faire une idée, nous, les gens qu'on a, c'est des gens qui sont occupés, sur qui les méthodes traditionnelles ne marchent pas, ils ont pas envie de passer des heures à la salle, ils ont pas envie de passer des heures en cuisine. Donc généralement c'est bon, mais qu'est-ce que je fais quand je suis au restaurant, quand c'est le rush, quand j'ai pas envie d'aller à la salle, qu'est-ce que je peux faire chez moi en termes de sport. Donc c'est pour ça que 3 à 6 mois ça passe. Après parfois on a des exceptions, et là tu dis bon ben on fait 6 mois et on voit. Et ça dépend aussi du poids à perdre, etc. Oui, et de l'objectif. Il y a tellement de paramètres. Coucou, j'ai 5 kilos à perdre ou 30. Dans tous les cas, on sait faire, mais c'est pas ça prend pas le même temps. 30 kilos en 3 mois. Tu sais, en vrai, je trouve que la meilleure façon de perdre 10 kilos par mois, en fait, c'est juste de mourir. Ou l'amputation, mais. Voilà. C'est vrai que je t'enlève une jambe. Bon, c'est top. En vrai, c'est trop intéressant. On a quand même pas mal de petites questions encore. Mais il y a une question en off, tu voulais pas qu'on la pose, mais je sais que ça va. C'est quoi la différence? Voilà, exactement. Parce que je pense qu'il y a des gens qui vont se la poser. Du coup, comment tu peux donner la différence entre un kiné et un ostéo? Vraiment, tu me tires une balle dans le pied parce que c'est compliqué. En plus, comme je t'expliquais, les kinés. Alors, je fais les deux et les deux professions ont beaucoup évolué. En tout cas, est-ce que ça fait sens de faire les deux en même temps? Est-ce que ça devrait être... en fait, pour faire simple, c'est pas une réponse, mais c'est une réponse. Déjà, quand t'as une douleur, des fois, il y a que l'ostéo qui peut t'aider, des fois, il y a que le kiné, et des fois, les deux. Et des fois, les deux peuvent le faire, et des fois, t'as besoin des deux. Tu vois, je dis n'importe quoi, t'as mal à ta cheville parce que t'as fait une entorse il y a longtemps, t'as peut-être besoin de manipulation là où l'ostéo est très bon. Les kinés aussi, mais c'est moins leur domaine, et t'as aussi peut-être en plus besoin de renfort, de stabilité, etc. Et donc, des fois, les deux vont être intéressants. Des fois, tu as juste besoin d'exercice, de renfort. Et donc là, les ostéos sont moins bons sur ça. Et des fois, tu as plus besoin de manuel. Donc, comment je pourrais les définir, les déjà, deux? donc, ostéo, c'est vraiment manipulation. Et kiné, c'est vraiment rééducation. Alors déjà, dans l'ostéo, il n'y a quasiment pas de renfort. Donc après, tu as des ostéos qui vont donner des exos, mais c'est un métier qui est très, très, très manuel. Donc c'est lui qui va bosser pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, selon comment travaillent les ostéos. Ils ont un motif de consultation qui est assez large.
qui fait que ça peut être un peu décrié parce que t'as des ostéos qui te disent qu'ils peuvent un peu tout et rien régler. Mais une fois encore, dans mon domaine, ça va être des douleurs plus ou moins chroniques. Tu vois, des douleurs de dos, des douleurs de genoux, des douleurs d'épaule. Et la kiné, elle va avoir quand même une vision, genre, t'as mal à l'épaule, donc il y a quand même ce côté biomédical, parce que c'est ton tendon, ton nerf, etc., etc. Et qu'est-ce que je vais pouvoir te donner à faire ou faire avec toi pour que le tendon te fasse plus mal. Okay. D'accord. Donc ça peut être vraiment traiter l'épaule, mais ça peut être aussi traiter tes cervicales ou ton poignet ou etc. Ça peut quand même être à distance. La vision de l'ostéo, elle est un peu plus genre, ok, t'as mal à l'épaule, qu'est-ce que je peux traiter sur ton corps pour que ton corps puisse gérer ton problème d'épaule. Okay. Et il y a un peu cette théorie de si t'as mal à l'épaule, c'est juste la goutte d'eau de ton vase. Et en fait, en débloquant tes cervicales, mais aussi tes lombaires, ton viscéral, ton bassin et ta cheville. Et c'est pour ça que des fois, tu vas chez l'ostéo et tu dis, mais attends, mais il a compris que je venais pour l'épaule parce que là, il touche mes pieds. Ouais. Tu peux dire, mais il est un peu à l'ouest, etc. Parce qu'en fait, ils ont un peu ce côté où on va vider pour laisser à ton corps cette capacité à regérer cette douleur d'épaule qu'il n'arrive plus à gérer. Okay. Donc en fait, plus que les techniques, je trouve que dans la manière dont le métier m'a été enseigné, c'est plus la vision qui va derrière ces techniques-là. Okay. Tu vois, parce qu'après, t'as des ostéos qui font beaucoup craquer, d'autres qui font pas craquer, t'en as qui ont une grosse sensibilité à faire du crânien ou du viscéral, d'autres pas, mais c'est plus se dire, le kiné va aider à vraiment guérir l'épaule, là où l'ostéo va être plus global pour que ton corps gère un peu son épaule. Bah en vrai, c'est hyper clair. Du coup, t'as donné la... Ouais, c'est long quand même, tu vois, je préférais te dire... Oui, mais parce que t'aimes donner du détail. Ouais. Mais en vrai, c'est très clair. Et parce qu'en fait, c'est des métiers qui évoluent tellement que là, il y a des ostéos, je suis sûr, ils vont être pas d'accord avec ma vision de l'ostéo. C'est normal, et des kinés, de toute façon, personne n'est d'accord avec tout le monde, tu donc c'est compliqué d'englober la profession, mais en tout cas, ouais, c'est une vision qui correspondrait bien. Et c'est ça qui est dur aussi pour les gens. C'est que tu vois, tu disais tout à l'heure, la nutrition, il y a des différentes branches. Et en fait, t'as un mec qui te dit, il faut être vegan, l'autre qui dit, il faut être carnivore, l'autre qui dit, il faut être cétogène. Et c'est pour ça que, je sais pas ce que t'en penses, mais nous, on dit toujours, regardez qui donne les conseils. Si le mec, il est, je sais pas, vegan, évidemment qu'il va vous dire d'être vegan. Donc, il y a un énorme biais, tu vois. Et c'est ce qu'on s'est efforcé de faire en mode vie, on n'a pas de biais. Et en vrai, le petit biais que j'ai, c'est que je suis italien. Donc, je vois que je tends vers une diète méditerranéenne. Coup de bol, on peut tout manger dedans. Ouais. Mais tu vois, il y a toujours un biais. Et puis, coup de bol, ça reste quand même l'une des rares alimentations fortement préconisées, qu'on trouve beaucoup dans des zones bleues et compagnie. Exactement. Tu m'aurais dit, je suis normand et j'adore les frites et, je voulais dire mec du Nord, pas dire normand, mais, tu vois, ça reste des régimes, frites patates, qui n'ont pas fait leur plus grosse preuve sur la santé à long terme. Oui, voilà, diète méditerranéenne, t'as raison, il y a des preuves scientifiques. Moi, je viens de Nice, tu vois, donc ça me va bien, qu'on me prenne cette diète, mais ratatouille, huile d'olive, poisson. Ah oui, t'as mis de l'huile, c'est du gras, nanana, mais on est quand même mieux que du fast-food ou tu vois. C'est essentiel, de toute façon, c'est du gras essentiel. Bah tu vois, et c'est ça, et c'est pour ça, faut toujours essayer de comprendre qui donne les conseils. Pareil, je te prends l'autre secteur, je te prends le monde de l'entreprise. Quand on a créé les compléments, tout le monde disait mais vous êtes fous. Oui, c'est vrai qu'on est un peu fou, mais l'un n'empêche pas l'autre. Ça va être super dur et tout. Et en fait, quand tu voyais ces gens, ils venaient tous du monde où de la création de contenu. Donc forcément, le principe d'avoir un produit, payer les stocks, les stocker, c'était l'horreur. Tu parles à des gens qui ont fait la même chose, ils disent ouais, trop cool, mec, éclate-toi, ça va être dur. Et en fait, tu te dis, faut vachement faire attention à qui te donne les conseils et bien comprendre qui t'écoute. Ouais. Sinon, tu peux être vachement biaisé. D'ailleurs, petit instant pub. Bah ouais. Voilà, petit instant pub. Vous avez 20% avec le code Corps et Esprit 20. Il y a 2 nouveaux produits, donc un pour la concentration et un, c'est un peu un somnifère naturel. Que des plantes naturelles, attention, on ne sait pas d'autres choses. Voilà, donc ça fait à peu près 2 mois qu'ils sont sortis maintenant, sauf au moment où on tourne la vidéo, ils viennent de sortir. C'est ce qu'on disait en off, il y a toujours ce truc un petit peu cool, donc voilà, on a créé cette marque avec Meryl. En couple et ça sponsorise c'est naturel, c'est français, ça sponsorise le podcast, c'est pour votre bien-être et comme c'est un podcast sur le bien-être, ça fait sens. Ça s'y prête bien. Et ce qu'on dit aux gens, tu vois, justement pour montrer la sincérité, c'est forcément on met en avant notre marque parce que c'est la nôtre. Maintenant on les invite aussi à regarder les études et tout qu'on a mis sur le site, les certificats, ce qu'ils en pensent et se faire leur propre avis. Après bon, on se mouillerait pas si on n'était pas convaincu. Tu joues quand même long terme dans la vie. Mais voilà. On est les premiers à les consommer. Ça montre bien que nous qui optimisons toute notre santé. Parce que malheureusement, il y a aussi des mecs qui font des marques de compléments alimentaires et en fait. Ils les prennent pas. Si tu maintenant qu'on est dans le secteur, maintenant qu'on est dans le secteur, on dira aucun nom. On veut des noms. Aucun nom, aucune marque. Mais tu te dis, les mecs sont super conscients. Enfin, j'ai vu des gens, je te dirais pas de nom, mais en fait, ils vendent un produit en précommande. Ils se rendent compte que le produit a cartonné. Et après, ils appellent le labo. Il faut que le produit sorte dans une semaine. Peu importe la formule. En mode, il faut que ça sorte. Donc, je m'en fous que ce soit du bisglycinate de magnésium. Mettez-moi de l'oxyde. Mettez-moi du marin. Allez-y. Mais il faut que le produit sorte. Et tu te dis, ah, d'accord. Et toi, ok.
Bon, bah écoute, après, les gens n'ont pas de résultat, donc ils retournent pas. Donc, mine de rien, il y a quand même une sélection naturelle qui se fait. Mais je pense qu'il y a des gens qui partent de tellement bas en termes de santé que parfois un complément 4 sur 10, une alimentation 4 sur 10, leur apporte déjà des bienfaits. Ah oui. Et du coup, ils comprennent pas qu'en fait, ils pourraient aller chercher le 10 sur 10. Parce qu'ils partent de zéro. Et c'est ok, tu vois, c'est juste du coup, c'est hyper dur à essayer de leur faire comprendre tu peux aller chercher encore plus. Tu vois. Ouais, je comprends. Mais je trouve que dans la santé, il y a un peu ce côté, de manière générale, qui va être de genre, comment est-ce que je peux aller chercher un peu plus loin? Et des fois, en fait, ça demande de changer ce que tu fais déjà, même si c'est bien. Et tu vois, moi, en kiné, il y a parfois des patients avec qui je vais avoir 60% d'amélioration. Et on va avoir un palier. Et en fait, eux, ils sont déjà contents, donc ils pensent que je suis vraiment le plus apte à les aider. Et en fait, je leur dis, mais là, c'est peut-être mieux d'aller voir un autre collègue, parce qu'il aura peut-être d'autres façons de travailler, d'autres types d'exos, d'autres formations que moi, j'ai pas. Et peut-être que ce 40%, il va vous être accessible, mais il faut qu'on se quitte, vous et moi, tu vois. Et des fois, t'as un peu cet attachement à ton pro de santé, etc. Alors que des fois, ça peut vraiment faire du bien. Moi, j'ai tendance à dire, si vous n'avez pas de résultat à un moment donné, que vous stagnez avec un pro de santé, au bout, alors moi en kiné, je vais dire 3 mois, mais je pense que ça dépend beaucoup du domaine, et que vous avez fait ce qu'il faut, parce que des fois, la première fois que j'ai dit ça, les gens ont gueulé sur les réseaux en disant, ouais, mais ça se trouve, il fait pas ses exos. Donc maintenant, je dis, et qu'en plus, vous avez vraiment mis les chances de votre côté, genre vous avez écouté ce que vous a dit votre kiné, vous avez fait les exos qu'il vous a donné, et qu'il n'y a pas de résultat, et que lui ne change pas sa manière de bosser, c'est à vous de changer de kiné, en fait. Et moi, les patients, à un moment donné, j'aime vraiment leur dire, OK, là, on en est où par rapport à ces 3 dernières semaines? C'est pire, c'est mieux, c'est pareil. Ça, c'est vraiment un mot pire, mieux, pareil que j'utilise tout le temps au cabinet. Et je leur dis, des fois, ils sont là genre, ah oui, c'est peut-être un peu, tu vois, limite, ils veulent me faire plaisir en me disant, genre, non, déjà, si tu galères à me répondre, c'est que c'est pareil. Parce que si c'est pire ou si c'est mieux, tu le sais rapidement, tu vois. Si tu as besoin de chercher, c'est que c'est peut-être mieux à 3%, mais du coup, il y a plein d'autres choses qui peuvent faire que ça va mieux à 3% dans ta vie, et donc c'est pas moi. Et dans ce cas-là, OK, on fait autre chose. Et si j'ai pas autre chose à te proposer, on va voir quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, à un moment donné, ce qui a pas marché en 3 mois, en tout cas en kiné, ne marchera pas en 6 mois. Tu vois. Et donc, des fois, il faut juste aller voir d'autres personnes ou tester d'autres choses, quoi. Ça montre bien que les gens, ils sont tellement pas habitués à être à 100% de leur énergie, 100% de leur capacité, qu'ils peuvent se contenter vraiment d'être à 40%, 60%. Peut-être quand tu les pousses à aller plus loin, et c'est ce qu'on fait, c'est ce que tu fais avec ton métier, c'est ce qu'on fait nous, avec le coaching, les compléments, en fait, tu te rends compte que ton corps, il est surpuissant, que tu peux faire tellement plus et que tu te sens vraiment bien. Parce que tu te contentes vraiment de plus être à 60, mais être à 100, 110%. Et là, tu fais tellement plus de choses. C'est abstrait, donc c'est dur à faire passer comme message, mais... Moi, il y a un truc, souvent, je pense que vous devez être le cas quand t'es un peu entrepreneur, que tu fais beaucoup de choses, les gens, ils te disent, mais comment t'arrives à tout faire? C'est je pense un truc qu'on doit vous dire. Déjà, regarde ton écran. Excuse-moi. Regarde ton écran, déjà, tu... Et en fait, des fois, je me dis que, involontairement, je pense faire plutôt bien ce qu'il faut. Tu vois, une fois encore, moi j'ai un peu cette vision 80-20, mais même dans mon mode de vie, tu vois. Donc le sommeil il est carré, la bouffe elle est carrée, le sport il est carré, avec un peu un 20% de flottement. Et donc ça fait que moi je me sens bien dans ma vie, je me sens pas fatigué, je suis assez réactif, j'ai pas de problème de concentration. Mais en fait c'est tellement naturel que pour moi tout le monde est comme ça. Et donc j'arrive à bien bosser, j'arrive à faire plein de choses. Tu vois, là on est un samedi. Hier j'ai fait la fête avant de venir. On enregistre quand même tout ce matin. Tu t'es couché à quelle heure du coup pour te lever En vrai, je me suis couché à 3h, je crois. Ok, donc parce que c'était ok. Et en fait ça va parce qu'en fait j'ai pas de dette de sommeil, parce que je mange bien, parce que etc. Et en fait ça m'a pas beaucoup impacté. Si je le faisais tout le temps, je serais arrivé, je serais un légume sur ce podcast, tu vois, et compagnie, j'aurais pas dû. Et des fois je pense qu'on arrive aussi à faire beaucoup de choses parce qu'en fait dans notre vie il y a plein de freins qu'on n'a pas, de fatigue, de problèmes de digestion, de coups de mou. Tu vois, moi je m'entraîne régulièrement. Beaucoup de personnes me disent mais comment t'arrives à tout gérer? Il y a plein de pros de santé sur les réseaux qui feront des burn-out ou qui finissent par se déprimer, à arrêter. Et moi, j'en ressens pas ce besoin. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, ça se trouve, le fait que tous les jours, quasiment, au moins 6 fois par semaine, j'ai 1 heure à 1h30 où je coupe, parce que je m'entraîne. En fait, je me suis dit, mais en fait, ma méditation, mon moment de pause, mon sas, je l'ai. Tu vois? Et en fait, mon mode de vie fait que j'ai même pas besoin d'y penser. Moi, j'ai pas besoin de vacances. Ah, nous, c'est merci. pareil. Merci de parler de ce sujet non, parce tu vois, que j'ai pas même besoin ce de truc vacances. semaine week-end, tu vois, quand t'aimes un projet, tu sais, il y a même pas le pro et le perso, c'est ta vie. Nous, c'est comme ça qu'on voit la chose, c'est t'as une vie, t'as une mission, t'as une quête, tu fais ce que tu veux. Quand tu coupes, peut-être que tu vas prendre l'après-midi, mais tu vois, tu me dis, on part 1 semaine sur le sable. Pourquoi faire? Ouais.
Une fois que j'ai fait mes stocks de vitamine D, on Ouais. je me raconte. Non, mais, en fait, j'ai besoin de vacances parce que j'aime découvrir des nouvelles choses. Voilà. Tu vois? Ouais. Donc, j'ai Il y a envie un de but, découvrir en des fait. pays, des T'as pas besoin de cultures. vacances pour te poser et rien faire et Exactement. récupérer. Tu vois, avec un but, en mode, on va aller au Japon découvrir ça. Ouais, On va aller exactement. en Italie visiter le Colisée. Voilà, tu te dis pas, tiens, je vais me poser une semaine à l'île Maurice, on va bien voir ce qui se passe. Mais parce que je pense que j'ai eu la chance de pouvoir construire mon mode de vie, Ouais. qui fait qu'en fait tout est. Alors, j'ai la chance d'avoir un métier qui me plaît, et ça malheureusement on n'a pas ouais. tous cette chance, etc. Et en fait créer du contenu me plaît aussi, donc moi des fois de pas sortir et de juste bosser sur un projet, bah je vais kiffer. Et là on est samedi, bah en fait je trouve ça cool, tu vas être là avec vous, d'échanger, nana. Et en fait je pense que quand on nous demande mais comment tu fais pour en faire autant, bah en fait c'est juste que bien manger, ça me plaît, faire du sport, ça me plaît, bosser sur ces projets, ça me plaît. Et donc, il y a plein d'éléments qu'on n'a pas, tu vois. On n'a pas ce métro boulot dodo qui casse un peu la vie des gens et qui sont fatigués le vendredi soir et que du coup, ils vont profiter le week-end et qu'ils ont qu'une attente, c'est les vacances qui arrivent. Je le vois avec les patients en cabinet, tu vois. Ouais, ils te font parler que Alors des là, vacances. c'est les vacances et tout, nanana. Oh, là, maintenant, j'ai une fille qui est à l'école. Donc, je suis enfin rythmé par les vacances scolaires. T'as une Mais fille qui a qui a- 3 ans oui. et quelques, donc elle est rentrée. Donc, c'est la première année où je suis rythmé par les vacances scolaires. Mais avant, genre, j'étais là, genre, ah ouais, j'avoue, là, c'est. Mais je dis, c'est bizarre, il y a un peu moins de monde au cabinet. Et il y a que là où je captais que c'était le moment où tout le monde prend ses vacances. Comme les jours fériés. On les Comme les capte jours pas. fériés, où moi je bosse les jours fériés, Ouais, et c'est les patients ils me disent, ah, mais vous bossez? Bah ouais, en fait, je suis libéral. Donc, moi, mon cabinet, il est ouvert, je gagne des sous, il est fermé, je gagne pas de sous, quel que soit le jour. Et donc, quitte à prendre des vacances, je préfère ne pas les prendre les jours où tout le monde part et j'en prends d'autres, tu vois. Ouais. Ça, c'est la chance du libéral. Maintenant, j'ai un enfant qui est à l'école, donc je suis bloqué par les jours fériés et les vacances. Et donc ça, ouais, il y a ce côté où, comme tu le dis, les gens sont peut-être qu'à 30% de ce qu'ils pourraient faire, mais en fait, ils se rendent pas compte de comment tu peux optimiser plein de choses et te sentir mieux. Ah ouais. Et vous avez ce côté énergie, perte de poids, mais moi, je l'ai que sur le côté douleur, en fait, avec mes Ouais. patients, tu vois. Des patients qui ont mal au dos, mais tout le Même, temps. c'est un calvaire. Mm. Quand t'as tout le temps une douleur, Ouais. c'est horrible. Mais en fait, des fois, j'arrive, bilan, ça fait combien de temps que vous avez mal au dos? Oh! Je me dis, ok, Oula. lui, ça fait plus de 5 ans, c'est sûr. Ouais, voilà, c'est Et ça. dire, mais en fait, j'ai toujours eu mal au dos. Et des fois, avec des trucs bateaux, ils me disent, mais je comprends pas pourquoi je l'ai pas fait avant, en fait. Ouais. Tu m'as changé un truc sur mon poste de travail et je fais 3 exos en plus à la maison et j'ai arrêté de faire ça le soir et alors, je peux pas dire plus mal parce que quelqu'un qui a mal depuis 10 ans, c'est rare qu'on a un claquement de mois d'autres, mais une fois encore, j'ai 60, 70, 80% moins mal qu'avant et avec des choses simples. Ouais, c'est que en fait, les gens normalisent les douleurs Ouais. et les problèmes. Oui, totalement. Vraiment. Ah, mais c'est vraiment ancré, c'est normal d'avoir mal, D'être surtout fatigué, avec le ouais. temps. Tu Ouais, vois, voilà. Moi, tu vieillis, il y a donc un peu c'est ce côté normal. genre dans le sport et dans la muscu, il y a un peu ce côté genre avant 30 ans, genre je m'échauffais pas et puis à partir de 30 ans, je Ouais. commence à m'échauffer un peu plus longtemps. Je stimule ma coiffe des rotateurs avant de faire du développé couché. Je travaille un peu mes genoux avant d'aller courir, tu vois, un peu ce côté où je sens que mon corps il a plus besoin côté fête, tu vois, genre ce côté avant je pouvais enchaîner 3-4 soirées et puis maintenant une seule il me faut plusieurs jours pour m'en remettre, tu vois. Donc il y a ce côté où tu sens que tu prends de l'âge et tu récupères moins bien, mais il y a aussi ce côté où les gens se disent non, c'est normal d'avoir mal. Et le problème, c'est que la vision qu'ont encore beaucoup de pros de santé, beaucoup de médecins, là je leur en veux beaucoup parce que nous on galère derrière, c'est t'as mal quand tu cours, arrête de courir. Ah, C'est bien, ça, t'as enchaîné sur la prochaine question. Et en fait, tu arrives avec des patients en cab où ils bougent plus, genre ils ont peur de bouger, ils ont peur de se pencher en avant, et en fait ça fait plusieurs mois ou plusieurs années où on a fait que leur enlever les trucs douloureux, mais du coup on a fait que leur enlever des choses qu'ils pouvaient faire. C'est ça. Et ils se retrouvent à ne plus bouger, ne plus rien faire. Ils ne dorment que sur le côté gauche. Ils ne se penchent plus en avant. Ils ne font plus d'activité physique parce que, à part de la piscine et du yoga, parce que c'est ce que leur a dit le médecin. Et en fait, au lieu de dire on va essayer de comprendre pourquoi t'as mal et on va traiter le pourquoi t'as mal, on a juste enlevé les trucs qui te faisaient mal et tu arrives au cabinet et en fait tu n'utilises ton corps qu'à 20% parce que les 80 autres pourcents sont devenus douloureux et juste tu t'en es pas occupé. C'est ça. J'ai eu Osgood. Ouais, un Osgood Schlatter. Voilà, donc pour ceux qui savent pas, quand t'as Osgood à 14 ans, en clair c'est un peu nul parce que tu peux plus trop faire de sport et t'as vraiment mal aux genoux. Je me rappelle, c'est ma mère qui me disait tu boites quand tu rentres du tennis. Et je me rendais pas compte, j'étais en mode mais c'est les courbatures. Et aux 2 genoux en plus, rendez-vous chez le médecin, Arrête le tennis. 2 ans d'arrêt. Ouais. Et donc tu te retrouves à 14 ans, donc tu fais plus de foot avec tes potes, t'as plus de tennis, tu t'inscris à la piscine, parce que tu peux toujours nager. J'ai l'impression de nager, tu peux à peu près quasiment toujours le faire. Bon, je me suis mis à faire des pompes dans la chambre, mais et 2 ans après, bon, mais vous pouvez reprendre. Mais c'est rien passé, frérot. Je sais pas. Et t'as repris? Non. Ouais. Parce que j'avais peur.
Ouais. Alors le Osgood limite, c'est un truc un chouïa particulier pour ceux qui connaissent pas. Pour faire très simple, le muscle du quadriceps s'insère au niveau, donc sur un tendon au niveau du genou. Et en fait, quand t'as 14 ans, donc pendant la croissance, l'os est assez modelable. Et donc tu peux avoir en fait la traction du tendon qui font que ton os, il va commencer en fait à pousser, à s'étirer. Et donc ça peut créer un cale osseux. Et la limite, en fait, de se dire, on va juste attendre la croissance se termine pour que l'os devienne moins malléable et que il y ait moins ça, ça peut expliquer pourquoi il y a cette pause de 2 ans, mais j'ai plein de patients qui ont des Osgood, et en fait, c'est juste qu'il faut moduler. Tu vois, en gros, ton tendon tirait trop fort sur l'os, donc l'os a commencé à devenir douloureux, voire même avoir cette petite excroissance. En fait, il y a plein d'exos pour rendre ton tendon moins sensible, et on peut peut-être t'apprendre à mieux gérer ton volume d'entraînement, à mieux répartir, à peut-être adapter pendant un moment ton tennis. Ouais, tu vois, je faisais 1 heure par semaine. Hein. Comment? Je faisais 1 heure par semaine. Ouais, tu vois. Donc genre, en fait, c'était bateau. Plaisir. Tu vois. Donc là, une fois encore, c'est la facilité. Après, voilà, il y avait le côté croissance, mais en fait, le Osgood de l'enfant, c'est la tendinite du genou de l'adulte. Ouais. Tu vois, c'est chez l'enfant, il y a le problème de cette croissance qui fait qu'on tire sur l'os, mais en fait, le même sport, le même truc, c'est mon patient qui est assez sédentaire, mais va quand même se faire son kiff du tennis avec les potes le week-end. Il va y aller comme un cheval parce que il en a besoin et que ça lui fait du bien. Du coup, il va faire 2 heures sans s'échauffer et il arrive au câble, il a une douleur de genou. Tu vois, et là tu lui dis arrête le tennis, bah c'est débile parce que c'était déjà le peu d'activité physique qu'il avait de la semaine, et en fait tu lui enlèves. Alors qu'à l'inverse, tu peux te dire bon bah en gros, t'es débile parce que 100% des contraintes dans ton genou, tu les mets le samedi à 15h. Bah viens, on essaie d'en mettre un peu le lundi, un peu le mercredi, voilà. Et au final ton genou il va beaucoup mieux encaisser, puis je vais te montrer comment t'échauffer rapidement. Et peut-être qu'au lieu de faire des heures, tu vas peut-être faire qu'1 heure là les premières semaines juste pour désensibiliser, et ciao. Tu sais que moi on était à un stade où on me disait ne prends pas le vélo. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'en fait pendant 2 ans ma vie consistait à marcher et à me déplacer en bus quoi. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à un médecin qui préconise de rester vraiment immobile quand t'as une blessure? Change de métier. Merci à tous. Fin de podcast, abonnez-vous. Alors, blessé ou quand t'as une douleur, quoi. Clairement, il y a vraiment des médecins qui sont pas à jour et j'ai vraiment envie de les cogner parce que clairement, ils abîment nos patients. Mais les kinés, même pareil. Hein. Donc là, on va taper sur tous les pros de santé. Les radiologues, ça a été un enfer. Le nombre de radiologues qui me démontent des patients parce que le mec fait la radio, il voit de l'arthrose. Waouh, vous avez de l'arthrose, c'est ouf. Vous pouvez plus jamais faire telle activité. Ton patient, il arrive au cab. Et là, tu passes, en fait. Tu sors les rames parce qu'en fait, le mec, il a engrammé un truc dans ton patient en 3 minutes et toi, il va te faire 300 une demi-heure pour le déprogrammer. Ouais. Alors, vous savez qu'il y a des études scientifiques qui montrent que même si t'avais de l'arthrose, tu peux ne pas avoir de douleur. Et en fait, le truc numéro 1 sur l'arthrose, c'est la génétique. Et là, c'est le moment où je commence à parler trop vite et les gens comprennent plus ce que je suis en train de dire. Ouais. Bref, donc, ça, c'est relou. C'est tous les pros de santé. Et donc, un médecin, bah, c'est très simple, en fait. C'est que même cause, même conséquence. T'as mal parce que t'as fait un truc. T'arrêtes. T'as plus la douleur. Mais en fait, dès que tu vas reprendre, la douleur va revenir. Putain, c'est comme, je te prends l'exemple, la diète cétogène. Tout le monde me dit, j'ai essayé, ça fonctionne. Je dis oui, mais du coup, t'es piégé. Tu peux plus en sortir. Parce que par définition, dès que tu remanges des glucides, ton corps reprend du poids. Mais c'est le problème d'un régime, en fait, de base. C'est que tu fais un régime qui consiste à manger 1000 calories par jour, tu vas les perdre, tes 20 kilos. Mais si derrière, tu reprends ton mode de vie qui était à 4000 kilocalories par jour, tu reprends. Donc, en fait, c'est le principe d'un régime est débile. C'est ça. Tu vois? Ou alors juste, c'est ton régime pour faire la sèche, pour être beau pendant l'été, et t'es ok avec ça, et tu reprends derrière, tu vois? Et why not? Mais en fait, ton corps n'est que le reflet de ton mode de vie. Donc, si tu veux que ton corps bouge sur le long terme, il faut que ton mode de vie change sur le long terme. Moi, aujourd'hui, je suis sec, entre guillemets, mais ça se voit. À l'année, c'est sec, mais je suis pas à 5% de body fat, et mon corps ne change quasiment pas, en fait, parce qu'en fait, j'ai ce 80-20 tout le temps, et que je kiffe avec mes flocons d'avoine sec, avec mon fruit, et point barre, tu vois. Et donc, de temps en temps, je vais faire un peu plus gaffe parce que j'aime bien être un peu plus dessiné pendant l'été, et je vais faire un peu moins gaffe. Ou si j'ai un tournage et que je veux avoir des belles photos, des belles vidéos, je vais faire un peu plus gaffe pendant un mois, etc. Mais en fait, mon régime à l'année fait que j'ai ce corps à l'année. Et donc, ce qu'on dit là sur la nutrition, c'est le même cas en fait sur le côté mécanique du truc. T'as mal quand tu cours 10 bornes. Oui, tu peux soit arrêter de courir 10 bornes, mais dès que tu vas recourir 10 bornes, ta douleur elle va réapparaître. Et ça, c'est ce que les médecins ont trop préconisé. T'as mal en faisant telle activité, arrête cette activité. Et le problème, c'est que si on prend la douleur de dos, qui est un truc que j'ai beaucoup au cabinet, et se pencher en avant, on a dit aux gens, ne vous penchez plus en avant. Tu vois? Et moi, je l'ai appris en école de kiné, et je l'ai dit, mais arrêtez de vous pencher en avant, ça va abîmer vos disques. J'ai vraiment dit à mes patients ça. Et j'ai des profs qui étaient genre des profs de renom, je revois me dire en école de kiné, genre je me penche en avant pour faire mes lacets, attention. Tu vois? Ah oui, en plus, t'as pas de charge, t'as rien, juste non, non, je te parle de te pencher en avant. Donc tu fais comment? T'es lacé, tu t'allonges, en fente, ta jambe, en fente, tu sais, en chevalier servant, enfin tu vois, et j'ai des patients, ils arrivent, et moi je le vois quand les patients, la manière dont ils se déshabillent, la manière dont ils s'assoient, déjà je sais est-ce que c'est quelqu'un qui a peur de bouger ou pas.
Tu vois, est-ce qu'il se met en fente pour ramasser un truc? Est-ce qu'il bouge en monobloc, etc. Le problème, c'est que on leur a dit ça. Les gens, ils avaient moins mal. Ils ont fait ce qu'on appelait l'école du dos. C'est apprendre vraiment à verrouiller ton dos. Mais pour tout, comme tu dis, c'est pour autant ramasser une barre de 200 kilos. Le débat est vraiment, il a lieu. Ouais. Et encore, tout le monde n'est pas d'accord, mais il y a un vrai débat. Autant ramasser un stylo, tout le monde te dit c'est ok, maintenant tu peux y aller dos rond. Mais les patients, on leur a dit de plus le faire. Le problème, c'est que ça fait 5 ans que tu bouges en monobloc. Mais demain, il y a ta valise qui est au fond de ton coffre. Ouais. Tu peux pas rester dos droit. Demain, tu dois poser, et là, tous ceux qui ont des enfants, ils le savent, tu dois poser ton enfant dans son lit, t'as la barrière qui fait que tu peux pas être en mode penché en avant. Tu démontes la barrière, tu fais une Ouais, fois avant. ou alors tu jettes le Avec un gosse. peu d'imagination. Non mais tu vois, Hop là. et là, tous ceux qui ont eu des gosses, ils le savent, ce côté où tu t'es complètement arrondi pour aller chercher le gamin au fond du lit. Et demain, t'as ton gamin qui, tu vois, moi j'ai des pompiers au cabinet. Où je fais des interventions en entreprise sur les gestes et postures. Mais le pompier, quand t'as son collègue qui est dans les flammes, il s'en bat les reins de sa posture. Ben oui, Tu vois, des ménageurs. Des ménageurs, il y a moins ça le côté urgence quand même. Ouais, mais au bout d'un moment, je pense que ça l'a saoulé, il faut qu'il ait. Mais voilà, mais en fait, t'as des métiers où, moi, j'avais fait l'intervention chez des cuisinistes, donc des mecs qui portaient des énormes cartons. Le carton est trop gros, tu peux pas leur dire plie les genoux et garde le dos droit. Ouais. Donc en fait, c'est pas se dire arrête de faire ce qui fait mal, c'est plutôt voilà de quoi mon corps a besoin, soit parce que j'ai un métier difficile, soit parce que j'ai une activité physique difficile et qu'elle me plaît. Et donc, comment, en fait, je peux amener mon corps à tolérer ça? Tu vois? Et c'est plus aujourd'hui cette vision-là qu'on essaie d'avoir. Toi, moi, j'ai vraiment ce côté, genre, échelle. On est au rez-de-chaussée. Toi, tu veux monter au 3e étage. T'arrêtes pas de vouloir juste sauter en une fois au 3e étage. Ou alors, dans l'autre sens, t'es au 3e, tu veux descendre au 0 et toi, tu sautes les 3 étages d'un coup et tu t'éclates les genoux. Bah ouais. Moi, je vais t'apprendre à descendre au 2e, marche par marche, puis au 1er, puis au rez-de-chaussée, tu vois? Et en fait, juste en étant progressif, tu peux avoir beaucoup de très bons résultats sur beaucoup de douleurs. Ouais. J'ai trop de choses à dire. Non, mais déjà, tu vois, juste pour finir sur, tu vois, je suis totalement d'accord. Quand tu parles de régime, j'aime bien aussi retourner à l'origine latine du mot. Régime, ça veut dire diriger. Finalement, un régime, c'est ce qui dirige ton corps et pas ce qui le restreint. À aucun moment dans la définition de régime, il y a mode de vie enfin, tu vois. C'est juste les gens se sont mis ça en tête, genre je fais un régime donc je Un régime, c'est hyper restrictif. Alors que diète méditerranéenne, c'est incroyable. C'est trop bien. Tu t'imagines au soleil, t'as les cigarettes, c'est chantant, tu vois. L'huile d'olive, c'est trop bien. Mais c'est ancré. C'est ancré. Moi, quand j'ai changé mon alimentation, il y a un moment donné où je pesais tout. Et d'ailleurs, je continue de tout peser parce qu'il y a 0 charge pour moi de le faire. Vu que je mange quasiment tous les jours dans le tupperware. En fait, mon tupperware qui soit posé sur une table ou sur une balance, ça me change rien. Et quand j'ai commencé à faire ça, genre mon père m'a dit, mais pourquoi tu fais un régime? Ouais. Non, c'est marrant. Je fais pas. Et mon père, c'est le cliché du bon vivant qui avait un métier, qui était tout le temps au resto avec la bonne bedaine et qui pense qu'il a mal au genou parce qu'il a trop fait de sport entre ses 15 et ses 20 ans et pas parce qu'il a rien fait entre ses 20 et ses 60. Tu vois, j'en parle dans mon bouquin. Je commence par ça. Ouais, j'ai un bouquin où je parle de tout ça. Et vraiment, donc vraiment l'ancienne école de l'image du corps. Et il me dit mais pourquoi tu fais un régime? Je fais pas un régime en fait, juste déjà il a fallu, je le fais plus de peser chez mes parents. Parce qu'en fait, chez mes parents, je suis dans le 20%. Mais j'ai eu besoin, moi, d'être dans un extrême. J'aime bien être dans un extrême et d'y aller à fond pour comprendre où est-ce que j'ai besoin de me placer. Tu vois? Ouais, ça, c'est un truc très... En fait, moi, je fonctionne comme ça. Tu vois, quand j'ai voulu changer mon alimentation, j'ai eu besoin de tout faire carré, genre pas un écart pendant 3 mois. J'ai vu le physique que ça m'a fait, que je trouvais très beau, mais j'ai vu les contraintes sociales que ça m'a mis qui ne me conviennent pas. Et donc aujourd'hui, j'ai un physique qui me convient un peu moins que ce que j'aimerais, mais par contre, j'ai un mode de vie qui me convient beaucoup plus. Donc, et en fait, je sais que voilà, et j'ai plus cette pression de ne pas avoir le physique que je veux, parce qu'en fait, je sais que comment l'avoir, et juste, j'ai pas envie de le faire. Et c'est intéressant parce que donc c'est la notion de prix à payer. Et tu vois, tu disais des fois, j'accepte de sécher pour l'été. Ouais. En vrai. Au début, j'étais très contre le summer body. Et plus j'avance, plus je me dis, en fait, il y a une logique aussi biologique à être un peu plus sec l'été et un peu plus gras l'hiver d'un point de vue des températures. Ouais. Donc, si t'arrêtes de voir le summer body juste pour te la péter, tu te dis, bah écoute, l'été, je perds 4 kilos, l'hiver, j'en prends 4. Je trouve pas ça déconnant. Ouais. Et tu vois, ce côté Pareto, 80-20, il est génial et finalement, tu vois que tu peux tout faire, tu vois. Tu maîtrises ton corps, et t'as dit, mon mode de vie me plaît. Ouais, c'est ça. Ça vaut ça. Et pour revenir sur le daron, tu vois, qui dit... on a le même père, c'est ça? Non, non, mais c'est un peu la même école, tu vois. Non, par contre, mon père, j'ai mis au sport à 47 ou 48 ans. Il écoute tous les podcasts, celui de papa. Et là, il fait 4-5 tractions. Trop bien. Trop bien. Mais ça, c'est un truc aussi, c'est qu'avec l'âge, moi, je le vois, mon père, il pète la forme, tu vois. Genre vraiment. C'est que les gens aussi, comme tu dis, normalisent les blessures, normalisent le fait que ça baisse. Ils se rendent pas compte qu'en fait, ils bougent plus. Tu vois, c'est ok, peut-être qu'à 40 ans, c'est plus dur qu'à 20, mais plus dur ne veut pas dire impossible. Ouais. Voilà. Oui, je suis d'accord. C'est juste que tu te mets dans la tête que c'est normal d'avoir mal,
c'est normal d'être fatigué, donc tu vas plus te préserver. Et du coup, c'est comme ça que tu. Non, mais... Et puis, je me fais plaisir. Et mes gosses, ils sont grands, je peux prendre le vin. Ouais. C'est pas ce que dit mon père du tout. Mais tu vois, il y a ce côté, j'ai fait ma vie. Mais mec, pas du tout, il te reste 40 ans à vivre. Qu'est-ce que tu me racontes T'as encore plein de trucs à faire là. Mais je pense qu'en effet, nos parents, ils ont tellement de carabistouilles en tête de ce qui marche, ce qui marche pas, de ce qu'il faut, de ce qu'il faut pas. Vraiment des mythes dans la tête. Et une fois encore, ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, le médecin qui te dit arrête de bouger. Ouais. Et t'as des personnes comme ton père qui vont être assez ouverts et qui vont du coup, vas-y, se remettre en mouvement, se dire il est jamais trop tard, etc. Et voir que ça a un vrai effet positif. Ils mangent 2 œufs tous les matins, mec. Et voilà, et t'en as qui vont dire mais non, mais 2 œufs tous les matins, tu vas avoir du cholestérol, mec, t'es malade. Tu vois, et ils veulent pas se remettre en question. Ouais, non, mais voilà, mais. Donc je pense que là-dessus c'est un peu à quel point est-ce que tu es capable de changer et de te dire bon, j'ai peut-être un peu eu tout faux depuis quelques années, mais je suis OK avec ça et il est pas trop tard et je vais me remettre à bouger. Et par contre, comme tu dis, il est jamais trop tard et c'est chez quelqu'un, quel que soit son âge, qui part de je fais rien comme il faut et je commence, c'est là où tu as le plus de résultats en plus. Ah bah oui. Genre nous on va dire on est à 90%. Ouais, tu sais, comme un mec de muscu qui s'entraîne depuis 15 ans pour qu'il continue de progresser, c'est hyper dur. Alors quelqu'un qui commence la muscu, il peut faire n'importe quel programme, ça marche. Ouais. Tu vois? C'est clair. C'est Nico. Je m'entraîne avec un gars sur Paris. Ouais. Première séance de développé couché, il fait 20 kilos. Troisième, il fait 40. Et ouais. Parce qu'en fait, juste, non, place mieux tes mains, place mieux tes pieds. Et non, en fait, faut que tu retraces les omoplates. Ouais. Et je lui dis, mec, profite. Plus jamais dans ta vie, tu fais un x2 en 3 séances. C'est terminé. Ouais. Moi, quand j'ai commencé génial. le CrossFit, c'est pareil. Je gonflais à vue d'œil, mes perfs faisaient exploser tout le temps, parce qu'il y a beaucoup de paramètres. En fait, ton muscle se développe beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Mais aussi, t'as la coordination neuromotrice, c'est-à-dire que le même message passe beaucoup mieux, beaucoup plus vite. Donc, t'as plein en fait de paramètres qu'une fois qu'ils sont optimisés, tu les gagnes plus trop. Ouais, et donc après, la progression, elle est beaucoup plus lente. Et en fait, chez ces gens-là, il y a tellement des petites choses dont on en parlait tout à l'heure qui va très vite être efficaces que s'ils arrivent à passer le cap de juste se dire ok, vas-y, je m'y mets. Des fois, ça peut vraiment être assez redoutable, les progrès qu'on peut avoir. C'est pour ça qu'au début, comme tu dis, les bonnes actions, dès le début, tu peux vraiment progresser très très vite, que ce soit du coup sportivement, perte de poids, etc. Parce que juste le fait de changer, t'habitues ton corps à avoir de bonnes habitudes. Il dit, mais what the fuck, qu'est-ce que tu me fais? C'est incroyable. Et boum, il se transforme super vite. Ça, c'est puissant, en vrai. Ouais, et en plus, un truc que je pense que les gens doivent savoir, c'est que maintenir un physique, c'est quand même beaucoup plus simple que de le construire. Je trouve. Et tu vois, t'as un peu ce truc, t'as l'impression où, imagine un moment, tu dis, allez, je veux grind un peu, j'y vais à fond. Je dis, mais en vrai, une fois que tu y allé à fond, maintenir, c'est hyper simple. Tu vois, nous, quand c'est vraiment trop le rush en termes de taf, c'est à peu près le cas toutes les semaines. Honnêtement, avec 3 séances de 30 minutes, tu maintiens tout. Parce qu'en fait, t'as développé tellement de force que, en fait, au développé couché, tu sais, tu fais toujours tes 6 répétitions. Mais avant, tu soulevais 300 kilos, maintenant, tu soulèves 3 tonnes. Pendant une série, c'est compris. En fait, tu maintiens super facilement le physique, tu vois. C'est un peu comme une relation. Je dis pas qu'avec le temps, faut moins y passer de temps, mais quand tu dois construire la relation, tu dois comprendre la personne en profondeur. Mais ça prend plus de temps, plus d'énergie. Enfin, c'est plus ça. dur, quoi. Plutôt que de coup, je pense à un pote. Des fois, tu vois un pote une fois par semaine et ça reste un ami une fois par mois. Alors qu'au début, si tu vois quelqu'un une fois par mois, sauf s'il y a un feeling de fou, c'est dur de construire. Compliqué. Voilà. Tu l'as construit au lycée et puis après, il se fait que ça tient et que tu peux le voir qu'une fois par mois. C'est pareil pour le physique. Et il y a aussi le côté où ça revient vite. Tu vois, quelqu'un qui a jamais fait de sport et qui s'y met va pas progresser de la manière que quelqu'un qui a fait 10 ans, ne fait plus rien depuis 10 ans et va reprendre à fond. Tu vois, il y a cette mémoire, je sais pas l'expliquer, j'utilise le terme de mémoire musculaire, mais scientifiquement, on sait pas très bien ce qui fait ça, mais je le vois, des gens qui, déjà, tu le vois, quand quelqu'un qui a eu un passif, tu vois, par exemple, une danseuse, même si ça fait 20 ans qu'elle n'a pas dansé, elle reste quand même bien plus souple que la plupart des gens. Et dès qu'elle retravaille son écart, elle le récupère hyper vite, tu vois. Et il y a plein de choses comme ça. Quelqu'un qui a fait beaucoup de muscu, dès qu'il va reprendre un peu, il va vite reprendre musculairement. Il y a un peu ce côté où tu perds jamais complètement en plus, tu vois. Donc, oui, c'est vrai. C'est juste que tu perds du glycogène, donc tu as l'impression d'être plus plat et tout, mais tu as toujours de la masse musculaire. Heureusement qu'elles font pas en un claquement de doigts. Ce serait trop horrible. Meryl a fait du volley à haut niveau. Il y a toujours selon toi, une cuisse qui est plus musclée. Quand t'as fait du tennis, même après 10 ans de muscu, le bras droit, il est toujours plus fort. Parce que même si t'en faisais 1 heure par semaine, c'est 1 heure par semaine où l'autre, il faisait rien. Et je te jure, je pense que le bras, j'ai abandonné. J'ai pas la même forme de biceps, il n'y a rien à faire. Après, sur les formes de muscles, il y a une vraie part de génétique où là, des fois, c'est juste genre, le mollet, c'est un truc où les patients me demandent souvent, mais Emery, comment je peux développer mes mollets? Et des fois, je regarde la gueule de leur mollet, je dis, mais là, désolé. C'est foutu, mais regarde la taille de ton tendon. C'est un des muscles où vraiment, il y a une grosse part de génétique sur la forme du visuel. Les fessiers aussi beaucoup chez les filles. Ça, c'est une demande que j'ai souvent au CAB aussi chez les patientes. En fait, juste selon la forme de ton bassin, les insertions de tes fessiers,
tu peux ne jamais avoir le visuel qui va te plaire. Donc, il faut le savoir. Comme un six-pack, tu vois, on voit souvent des gens qui ont des abdos, mais ils sont pas alignés. Ouais. Tu sais, bah, ça, c'est foutu, en fait. Tu vas pas, genre, travailler que ton oblique à droite et ça va se rééquilibrer. Non, juste ta génétique, elle fait que, bah, tes insertions, en fait, elles sont légèrement décalées et donc t'auras jamais pile poil ton six-pack aligné et c'est foutu, quoi. Après, il y a des choses où c'est morphologique, mais par exemple, l'asymétrie à cause d'un sport, ça, c'est aussi musculaire. Alors oui, là, il y a le côté musculaire. Ouais. Et en fait, là, une fois encore, c'est toujours un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quelle est la quantité d'efforts que j'ai envie de fournir pour le corriger? Est-ce que j'ai vraiment besoin de se le corriger? Déjà, il n'y a pas de recommandation officielle, et ça, je galère un peu avec mes patients au cabinet, sur à partir de combien de déséquilibre entre un côté et l'autre, on est à risque de blessure. Ah, c'est intéressant. Tu vois, ouais. Donc, moi, à titre personnel, quand je teste mes patients avec des capteurs de force, sur le membre inférieur, s'il n'y a pas de sport asymétrique, je demande à ce qu'il y ait à peu près 10% d'écart max. Donc, s'il y a plus, je me dis là, il faut vraiment qu'on le corrige. Ouais. Et sur le membre supérieur, je vais être entre 15 et 20. Mais c'est vraiment purement subjectif, c'est par habitude. Et je laisse beaucoup plus d'écart s'il y a un sport asymétrique de raquette, par exemple, tu vois. Mais on ne sait pas quel est le pourcentage à partir de quand on va dire là, tu vas te blesser. Et parfois, je fais des tests, je me dis, attends, mais là, il est quand même beaucoup plus fort à droite. Après, je dis, attends, t'es droitier ou gaucher? Ok, t'es droitier. Bah, je sais pas si du coup, ton côté gauche est plus faible et c'est ton côté douloureux parce qu'il y a un lien ou si juste, ouais, etc., tu vois. Donc ça, c'est compliqué. Et derrière, en fait, ça demande juste à travailler pendant plusieurs semaines, beaucoup plus le côté qui est asymétrique, alors que t'étais peut-être pas plus dérangé que ça. Est-ce que t'as vraiment envie de te taper toutes ces séries où tu vas à l'échec à gauche mais pas à droite et du coup tu te dis c'est dommage, j'aimerais faire un peu plus à droite, mais tu vois. C'est dur de rattraper, hein. Moi pendant longtemps j'avais essayé de rattraper, faire plus de séries et tout, mais du coup tu le fatigues plus, donc en fait tu sais pas si vraiment, et je me dis bon tant pis, c'est comme ça, hein. Ouais, c'est la vie. Et une fois encore, ça se voit pas. Si ça se voit. Ouais. Enfin, en tout cas, le visuel, chacun, tu vois, il y a des fois où toi, t'as l'impression qu'il y a rien et la personne, elle voit que ça. Donc, c'est compliqué, mais en tout cas, d'un point de vue prévention des blessures, il n'y a pas de recours officiel. Ouais. Ok. Donc, pour tes épaules, entre guillemets. Ouais, non, mais c'est pas que les épaules. Après, du coup, c'est du coup, le bras droit et la jambe gauche, parce que forcément, il y a une jambe d'appui, voilà, exactement. Mais justement, en parlant de tout ça, asymétrie, blessure, pour toi, c'est important vraiment d'avoir une routine mobilité quotidienne ou pas? Alors, je vais te la faire un peu suisse, en mode ça dépend. T'es suisse? Non, mais le côté neutre. Ouais, en fait, oui et non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recommandation aujourd'hui officielle en mode il faut être souple pour ne pas avoir de douleur. Ça, c'est le premier point. Donc, on peut pas dire à tout le monde, il faut absolument s'étirer 20 minutes tous les jours pour ne pas être douloureux. Par contre, il y a deux choses. J'ai des patients qui arrivent au cabinet extrêmement raides. Genre, ils peuvent pas toucher leurs genoux, quasiment en se penchant en avant. Ah oui. Ouais, j'en ai. C'est rare, les aussi raides, mais vraiment, j'en ai. Et la plupart ne touchent pas leurs pieds. Et donc, quand ils le font, ça leur fait mal. Donc, déjà, tu vas te sentir mieux dans ton corps. Un peu comme si t'étais tout le temps dans un t-shirt trop serré. Tu vois? Ouais. T'es pas à l'aise dans cette chemise qui te va bien et qui fait que t'es beau en soirée, mais tu sens que t'es pas à l'aise, tu vois, tu peux pas bouger, etc. Donc t'es pas à l'aise dans ton corps, premier point. Et deuxième point, l'une des choses qui fait qu'on va se blesser, c'est notre capacité à produire de la force. Et on sait qu'il y a un lien entre est-ce que je peux produire de la force et est-ce que je vais me blesser. S'il y a un secteur dans lequel tu n'es pas capable d'aller, tu ne peux pas t'entraîner à y développer de la force. Donc, tu risques de te blesser. Concrètement, ça veut dire quoi? Si on prend par exemple un sprinter, on sait que quand on sprint, il y a une énorme amplitude au niveau de la jambe et au niveau des ischio-jambiers. Si tu n'as pas cette souplesse et que du jour au lendemain tu sprintes pour une raison X, c'est sûr que tu vas te péter. Parce qu'en fait, tu n'as jamais appris à développer de la force dans cette zone-là parce que tu n'y as pas accès, parce que tu es raide. Donc le jour où tu vas y aller avec l'inertie, tu vas te faire mal. Si tu es très raide de ton épaule et que tu peux pas lever les bras en l'air, les gens qui nous écoutent, vous allez faire un test quand vous serez chez vous, vous mettez de côté, vous levez les bras en l'air le plus haut possible et vous regarderez, vous demandez qu'on vous regarde, est-ce qu'on voit votre oreille? Et tu vas le plus en arrière possible. Et toi, ça va. Meryl, Meryl est triste parce qu'elle avance la tête. Mais ça a l'air d'aller. Mais t'es un petit peu raide quand même. Et en fait, ça, c'est un bon test parce que si quand vous le faites, on ne peut pas voir votre oreille parce que vous avez l'épaule qui cache l'oreille. Ça veut dire que vous manquez d'amplitude. Et demain, tu vas faire ton tennis. Ça dépend des bras en plus. Toi, c'est nickel. T'es bien. Mais t'es à la limite. C'était peut-être natation. Ça peut aider. Et donc, tu n'as pas cette amplitude-là. Et que demain, tu vas faire un tennis avec un pote. Et que tu fais ton service. Avec la vitesse de la raquette, tu vas aller dans cette amplitude. Mais vu que cette amplitude, tu l'utilises jamais, tu peux pas développer de la force. Donc, tes tendons, ils ont aucune coordination. Ils peuvent pas bien se contracter. C'est sûr que tu vas te fumer l'épaule.
Donc, pour répondre à ta question, est-ce que de faire de la mobilité, c'est obligatoire? Non. Par contre, est-ce que c'est important pour bien vieillir? Moi, j'aurais tendance à penser que oui. Okay, et la course à pied, qui est un sport qui enraidit énormément, bah, moi, je conseille à tous mes coureurs de s'étirer. Okay. Ah, ça enraidit la course? Bah, ça enraidit parce qu'en fait, si tu regardes bien, je te défie de me trouver un sport où tu bouges aussi peu. Donc, quand tu cours, tu fais 10 bornes, tu bouges beaucoup, mais en fait, ton corps, il bouge très peu en amplitude. Tu fais toujours le même mouvement, tu fais le même mouvement avec peu d'amplitude. Oui, ok. Tu vois? Il n'y a pas de diversification. Exactement. Il y a aucun sport où tu bouges aussi peu. Au foot, tu vas accélérer, tu vas tomber, tu vas ouvrir un bras, fermer un bras. Tu fais du rugby, tu vas faire un grand écart parce qu'il y a un changement de direction. Tu vas attraper le ballon, tu vas le tirer, tu vas faire un lever en touche. Même au ping-pong, il va tendre le bras pour aller chercher la balle. Il va faire un écart. Exactement. C'est vraiment le sport. J'en ai pas encore trouvé où tu restes aussi immobile dans une position. Tu vois? Même en muscu, en fait, souvent on dit la muscu ça enraidit. Non, c'est la manière dont tu pratiques la muscu qui va t'enraidir. Mais si tu fais que des exos polyarticulaires à full amplitude, tu vas t'assouplir en faisant de la muscu. Bah les tractions, c'est le grand débat, demi-traction versus grande traction, prise masse versus santé. Mais tu fais du soulevé de terre, j'ai entendu, du Romanian deadlift. Ah oui, t'es bien. Tu vas avoir un énorme étirement de tes ischio-jambiers. Si tu le fais régulièrement, tu vas t'assouplir sur tes ischios. Tu vois. Par contre, si tu fais que du deadlift conventionnel, tu prends les powerlifters, ils sont extrêmement raides. Parce que eux, leur but, c'est d'être tellement raides qu'ils n'arrivent pas à se pencher en avant et qu'en fait, au moment où ils agrippent la barre, spontanément, leur raideur, déjà, leur met une petite prétention pour se redresser. Tu vois? Ils sont tellement raides qu'ils peuvent pas faire un squat à vide, mais que du coup, quand ils ont 200 kilos sur le dos, le poids les écrase, mais du coup, cette raideur les fait remonter. Tu vois un peu l'idée? C'est un peu élastique, ouais. Okay. Mais c'est exactement cette vision-là qu'il faut avoir sur un peu. Mais une fois, là, on n'est plus dans le sport santé, on est dans le sport compétition. Tu vois? Mais donc, voilà, donc t'as des sports qui vont enraidir plus que d'autres. Le CrossFit, par exemple, c'est un très bon sport parce que ça demande beaucoup de mobilité. Ouais. Tu vois? Parce que je vois les mouvements, et justement, on pourrait dire que le CrossFit, ça peut amener des blessures. Quand je vois les tractions, je me dis, waouh, j'ai mal pour eux. J'avais fait un article là-dessus. Tout fait. Où, oui, quand j'ai fini construire ma maison au Pérou. Où en gros, pour savoir si un sport est dangereux et donc accidentogène, il y a une valeur qui est le nombre de blessures pour 1000 heures de pratique. Ah oui, et le CrossFit, c'est élevé avec le rugby, je crois. Alors non, c'est assez bas en réalité. La muscu, c'est pas un des plus bas? L'un des plus, en gros, donc les moyennes, j'ai plus toutes les données en tête, mais en tout cas, on va dire que beaucoup de sports, ils vont être entre 2 et 4 blessures pour 1000 heures de pratique. Okay. C'est ce qu'on va retrouver en gym, en haltéro et au CrossFit, t'es à peu près à 4 blessures pour 1000 heures de pratique. La course à pied, t'es un peu plus. Le foot, t'es un peu moins. J'ai pas les valeurs en tête, je suis très nul aux chiffres. Mais par contre, football américain, t'es genre à 19 heures. Tu vois, alors que CrossFit, muscu, gym, t'es à 4. T'es à 19 blessures, pardon, pour 1000 heures de pratique. Et donc, en fait, t'as un pool un peu de tous ces sports-là où t'en as autant. Et après, t'as vraiment des sports à risque où là, ça explose les stats. Tu vois? Et donc, c'est pas des sports qui sont plus à risque. Par contre, c'est des sports qui demandent plus de prérequis. Tu vois? La course à pied, vu que ton corps bouge peu, en fait, tu peux le faire même si t'es raide. Le CrossFit, il faut avoir cette flexion complète d'épaule, donc pouvoir avoir ton oreille quand tu lèves les bras. Il faut être capable de descendre complètement en bas de ton squat. Il faut être capable, tu vois, d'avoir ces amplitudes-là. Donc c'est un bon sport parce que du coup, ça va t'obliger à aller travailler. Mais c'est un sport qui demande beaucoup de progression parce que si tu vas comme un cheval, c'est sûr que tu vas te blesser. Parce qu'une fois encore, vu que tu n'as pas cette amplitude, tu ne peux pas y développer de la force. Et vu que tu ne peux pas y développer de la force, tu augmentes la probabilité de te blesser. Et donc, tous les sports ne sont que à chaque fois. J'ai fait une vidéo sur c'est quoi le meilleur des sports. Et en fait, dans chaque sport, je te trouve des effets positifs et des effets négatifs au sport. On parlait de la natation. En fait, c'est un sport de naze dans le sens où tu n'as aucune contrainte mécanique. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, dans l'articulation. Les cyclistes ont le même problème. C'est-à-dire qu'ils ont limite une déminéralisation osseuse parce qu'il n'y a pas d'impact. Tu vois. Et en fait, on sait que l'impact dans le corps, il est plutôt bon. Un exemple que je donne beaucoup avec mes patients quand ils me disent mais attends, mais c'est mauvais la course à pied parce qu'en fait t'es en train d'user tes genoux, c'est que la population qui subit le moins d'impact au monde, c'est les astronautes. C'est-à-dire que l'impact zéro, c'est que t'as même plus de gravité. Tu vois, quand t'es debout, juste sans bouger, t'as une pression dans l'articulation de tes plutôt membres inférieurs par la pesanteur. Et eux, avec la pesanteur dans l'espace, ils ont même plus cette contrainte-là. Et à l'époque, quand ils revenaient sur Terre, c'était l'enfer. Ils avaient évidemment une fonte musculaire, mais ils avaient des douleurs de dos parce que les disques intervertébraux, leurs vertèbres, etc., n'avaient plus de contraintes. Ils avaient une déminéralisation osseuse. Donc la déminéralisation osseuse, c'est quand ton os devient plus friable. C'est ce qu'on a chez les vieux. En gros, il doit avoir un os hyper épais résistant. T'as un truc qui commence à s'effriter. Juste parce que pendant plusieurs mois, ils avaient plus la pesanteur. Ce qui est le niveau zéro de contrainte pour un humain, c'est juste d'être debout. Tu vois? Et donc, maintenant, dans l'espace, ils font minimum 2 heures de sport tous les jours. Et malgré tout, ça ne compense pas les problèmes. Le manque de cette pesanteur-là.
Donc, la contrainte, elle est bénéfique. C'est comme ça qu'un os se renforce. Les mecs qui mettent des kicks dans des murs, c'est juste pour renforcer leurs os, en fait, tu vois, dans les sports de combat. Et en fait, ça va le renforcer. Et donc, c'est bénéfique pour pouvoir, en fait, développer n'importe quel tissu. C'est ce qu'on fait avec la muscu quand on se développe. Et donc, c'est ce qu'on fait avec la course à pied. Et donc, le vélo et la natation n'ont pas ces impacts-là. Donc, t'as plein d'avantages, mais tu n'as pas cette contrainte mécanique que tu vas avoir. Par contre, l'avantage de la natation, par exemple, c'est que t'es sur le ventre beaucoup et en extension. Là où on a des modes de vie, on est beaucoup en flexion. On est toujours assis, toujours penché en avant, etc. Donc c'est un très bon sport, entre guillemets, pour se redresser. Parce qu'en fait, tu vas aller développer des amplitudes que tu n'as pas. Mais la blessure numéro 1 des nageurs, c'est les épaules. Parce qu'en fait, les nageurs pros, ils ont une telle fréquence de battement au niveau des épaules que les tendons n'arrivent pas à suivre. Okay. Tu vois? Et donc, il y a toujours comme ça avantage, inconvénient. Mais un patient qui est douloureux en extension, tu veux faire de la natation, tu l'éclates. Un patient qui a des problèmes de cervicales, qui peut pas nager, qui a pas sa rotation cervicale, il va avoir des douleurs aux épaules et au cou quand il va nager. Donc en fait, dans tous les sports, je peux trouver avantage, inconvénient. Et l'idée, c'est soit de varier, soit d'avoir des sports variés. Triathlon, c'est cool. Parce que t'as l'impact de la course à pied, t'as le côté un peu porté qui fait que tu peux quand même avoir un gros volume hebdomadaire, et t'as un peu ce côté où t'as pas mal d'exos et de stimulus différents. Le crossfit ou l'aerox qui se développe beaucoup aujourd'hui sont des sports où dans le même sport t'as plein de disciplines, donc c'est vrai que ça rend ça très varié. Course à pied, une fois encore, le point négatif c'est que c'est hyper motage, tu fais toujours pareil pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, des centaines de kilomètres pour les fous furieux qui font tu vois, des trucs comme ça. Donc toujours pareil, cette balance bénéfice-risque, et puis derrière la dose aussi que tu vas y mettre. Il y a une différence entre je cours 4 fois une demi-heure par semaine et je fais des ultra trails où je cours des centaines d'heures chaque semaine. C'est toujours pareil de toute façon. Ouais. Ah bah c'est cette courbe en U, 0 sport c'est naze, trop sport c'est naze, et ce bon dosage. Courbe de Gauss un peu. Exactement, la courbe de Gauss, ouais, exactement. Et sur la course à pied, il y avait des études qui avaient été faites que j'adore discuter avec mes patients, où en gros ils ont pris des gens sédentaires, des sportifs lambda, genre sûrement genre vous et moi, tu vois, la plupart des gens qui vont courir un peu de temps en temps, et des coureurs vraiment en compétition au niveau international, donc sport élite. Ils leur ont fait des imageries au niveau des genoux, et en fait ils ont remarqué que globalement l'état du genou du sédentaire était quasiment le même que l'état du genou du sportif de haut niveau. C'est la sédentarité. Aujourd'hui la sédentarité, je crois qu'elle tue plus que le tabac. Tu te rends compte, on est en train de parler de trucs de fou quoi. Mais du coup sur cette courbe de Gauss c'est assez cool, parce qu'en fait tu vois que celui qui en fait pas et qui en fait trop, les deux sont dans ce qu'il faut pas, et donc le genou ne tolère pas, et ceux qui ont un peu, et le un peu dépend de chacun évidemment, et ben c'est plutôt eux qui sont dans le bon. Et c'est comme ça qu'on en parlait tout à l'heure, le sport santé et sport compétition, c'est deux choses complètement différentes. Est-ce qu'il y a aussi un mythe du fait qu'une fois qu'on est blessé, on se blesse plus facilement? Alors c'est pas un mythe, c'est la réalité. Okay, voilà. C'est la réalité, surtout dans... je crois que c'est... Il y avait une étude qui avait été faite sur le football US, où je crois, où à partir du moment où tu te blesses, t'as une fenêtre de 3 mois où tu te blesses plus, mais partout. Okay. Donc en gros, tu viens de te faire une entorse de cheville, même si elle t'embête plus, dans les 3 prochains mois, t'as un risque de te faire un genou, une hernie discale, etc. Ah oui, donc en plus, même pas au même endroit. Non, ouais, vraiment lambda, parce qu'en fait, tu t'es fait ton entorse, donc il y a eu une petite inflammation locale, t'as eu une petite inhibition musculaire, t'as eu une petite baisse de ton volume d'entraînement, et donc tu vas reprendre progressivement, mais cette progression, on n'a pas tous la même, etc. Donc déjà, de base, pendant les 3 premiers mois, t'as un risque de te faire mal partout. Et donc c'est un peu le gars qui disait je me suis fait entorse de cheville, et puis en vrai ça allait bien, et puis j'ai repris le foot avec mes potes, et puis là je me suis fait le croisé, et là c'est vraiment chiant, tu vois. C'est un peu cette histoire là. Et par contre on sait aussi, et là il va falloir moduler, c'est qu'une articulation qui a été blessée va développer sur le long terme plus d'arthrose. Ça c'est sûr. Et plus la blessure a été grave, plus c'est flagrant. Tu t'es fait une petite entorse de cheville, c'est pas grave, mais une articulation qui a été opérée, ou alors où il y a eu un gros trauma, elle va développer plus d'arthrose sur le long terme. Donc en gros, quand tu t'es fait un truc, à 60 balais, si on te fait une radio des 2 genoux, des 2 épaules, il y aura plus d'arthrose. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on sait qu'il n'y a pas de lien direct entre l'arthrose et la douleur. L'arthrose, c'est juste un vieillissement normal du corps humain. C'est en gros, ce que j'aime bien dire aux patients, c'est des cheveux blancs, mais dans l'articulation. Donc tout le monde en a, il y en a, ils l'ont beaucoup plus tôt que d'autres. Il y en a, ça les gêne beaucoup plus d'avoir des cheveux blancs que d'autres, mais c'est pas forcément dire que t'es un vieux con d'avoir des cheveux blancs. T'as des gens, ils ont 80 balais, ils sont hyper jeunes de leur tête, et t'as des gens, ils ont 30 balais, ils pensent déjà comme un vieux, et compagnie. Donc c'est juste un signe clinique. Ouais. L'arthrose fait pas mal. Non, l'arthrose ne fait pas mal. C'est un signe clinique. Chose qui fait que... Et par contre, si tu t'aides d'une articulation, cette arthrose va se développer plus rapidement. Parce qu'il y a plein de processus qui l'expliquent. La mécanique de l'articulation ne redevient jamais la même. Souvent, la rééducation, elle est faite à 95%. Et puis, en fait, quand tu peux tout reprendre, ces 5%-là, t'as pas envie de les faire parce que ça fait déjà 6 mois que tu fais de la kiné. Enfin, il y a plein de facteurs qui expliquent ça. Mais l'arthrose ne fait pas mal. Ce qui va faire mal chez les gens qui ont de l'arthrose, c'est qu'il va y avoir des petits processus inflammatoires, et c'est eux
qui sont douloureux. Ouais. Et heureusement, parce qu'en fait, l'arthrose, tu l'auras toute ta vie. Vous avez 24 ans, donc je pense que si on vous fait des imageries, il n'y a pas d'arthrose. Mais plus t'es vieux, plus t'as d'arthrose. Mais c'est pas plus t'es vieux, plus t'as mal. Tu vois? Ouais. Et quelqu'un qui a de l'arthrose, si on lui dit c'est parce que t'as de l'arthrose que t'as mal, mais en fait, l'arthrose, elle ne va que s'aggraver. Par contre, ta douleur, c'est sûr qu'on va être capable de la moduler. Donc c'est qu'il y a autre chose derrière. Ouais. Et même les vieux qui ont des douleurs de genoux et qui te disent c'est de l'arthrose, ils ont pas mal de la même manière tous les jours. Des jours, ils ont plus mal que d'autres, et des jours, ils ont moins mal que d'autres. Ouais. Donc ça montre bien qu'il n'y a pas que l'arthrose qui répond. Ouais, mais ça, c'est un truc que tout le monde se dit. C'est De j'ai de ouf. l'arthrose, j'ai mal. De ouf, de ouf. Et une fois encore, les patients, ils arrivent au cabinet. Et c'est pour ça que dans ce modèle biopsychosocial dont on parlait, moi, je demande beaucoup aux patients, d'après vous, qu'est-ce que vous avez? Et d'après vous, de quoi vous allez avoir besoin pour aller mieux? Et des fois, t'entends des dingueries. Parce que le patient, il arrive, il te dit, bah, moi, on m'a dit que j'avais le genou d'une personne de 80 balais et je pense que c'est la prothèse dont je vais avoir besoin et il y a que ça qui va me faire du bien. Oh, tu peux lui faire le meilleur massage et le meilleur leg extension du monde. Il y a autre chose à travailler derrière parce Ouais. qu'en fait, Ouais, il est matrixé, là. ouais, il est matrixé par son arthrose et parce que on lui a dit que, etc., etc. Donc, une fois encore, il faut redéprogrammer ça et les exos font du bien. Et par contre, on sait que quand il y a une petite inflammation, qui peut être la cause de l'arthrose, bah, nous, on a plein de techniques anti-inflammatoires. Donc, soit manuel, le massage, le chaud, le froid, et l'exercice est un très bon anti-inflammatoire. Ouais, ouais. La nutrition aussi. La nutrition peut avoir un effet. C'est la nutrition anti-inflammatoire, c'est réel. Hein. C'est un truc de fou. C'est vrai que le mouvement aussi, une fois, je m'étais bloqué le dos. Ouais. Et en fait, c'est en faisant du mouvement, en retravaillant dessus, bah, au bout de 2 jours, c'était passé. Et bouffe anti-inflammatoire à fond. Et 2 jours, c'était passé. Quoi. Ouais, clairement. Alors que le pire truc à faire sur un truc comme ça, c'est je me bloque le dos, je me bouffe anti-inflammatoire, je reste allongé dans mon lit, je stresse, je ne fais plus rien, je me dis qu'est-ce que je vais faire une radio, on me dit que j'ai de l'arthrose, mais en fait tu viens de te bloquer le dos en ramassant tes chaussettes, l'arthrose elle était la même il y a une semaine, tu vois, t'as pas eu une poussée d'arthrose en ramassant tes chaussettes. Je pense des fois aussi, enfin, sans dire faut accepter la douleur, hein, plutôt en mode faut pas avoir peur en fait des petites gênes, ça reste comme tu dis, on s'est blessé, on a eu mal au dos, ok, fine, bah on va acheter les courses, on mange et dans 2 jours on verra comment ça va. Si dans 3 semaines ça va pas progresser, on se pose des questions, mais c'est ça. Peut-être j'ai l'impression qu'on a trop peur de tout. Ouais, alors je pense qu'on comprend mal la douleur. Ouais, on sait pas très bien ce que c'est la douleur. Et tu vois, tu en parlais, les recommandations sur une douleur de dos, c'est pas d'imagerie avant 3 mois. Là, tu vois, par exemple. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sait qu'on va vous trouver des trucs dégueulasses que vous aviez depuis hyper longtemps, ils vont vous faire flipper. Oui, ben donc en fait, ça. soit vraiment il y a un truc grave, on se dit, parce qu'il y a des douleurs de dos qui peuvent être des signes de gravité. Ouais. Tu vois, nous on a ce qu'on appelle des red flags. Alors en théorie, ça c'est une différence entre kiné et ostéo. C'est quand tu vois le kiné, t'es passé par le médecin avant. Et en fait, le médecin, il ne sert que à éliminer les trucs graves. Donc quand tu vas le voir pour un mal de dos, une fois encore, il va te dire t'as une lombalgie, donc il va pas du tout t'aider. Par contre, en théorie, lui, il va éliminer, ok, quelles sont les causes de douleur de dos que je dois éliminer parce que là, il y a un truc grave. Ouais. Et une fois qu'il l'a fait, il t'envoie vers le kiné. Et c'est le kiné qui, en théorie, doit se dire, ok, c'est ton disque, c'est ton muscle, c'est ton nerf, etc., etc. L'ostéo, tu le vois en première intention. Donc l'ostéo, il doit être capable d'exclure un truc grave. Truc grave, ça va être une fracture, ça peut être une tumeur, ça peut être une maladie, ça peut être chez les femmes par exemple une grossesse extra-utérine, tu vois, qui se développe mais qui est passée à côté, tu vois. Et donc ça, l'ostéo ou le médecin doit être capable de les exclure. Donc des fois on fait une imagerie assez rapidement pour exclure ça, mais sinon, s'il n'y a pas tous ces signes qui me font penser à tiens, t'as peut-être un cancer, en fait, on fait pas de radio avant 3 mois parce qu'on sait que ça va passer spontanément et qu'en fait elle va plus être contre-productive à te faire flipper. Parce qu'on va voir des choses qui sont là depuis longtemps. Mais le mal de dos, là, je me bloque le dos. Moi, ça m'est arrivé l'autre jour. On sait qu'il y a une part de génétique sur l'arthrose et douleurs et compagnie. Je me bloque le dos en ramassant ma fille. Ramasser, c'est pas beau comme terme. Le mec ramasse sa voilà, fille. en partant ma fille. Et genre, on devait aller visiter le zoo. Tôt le matin, tu vois, je la prends, bam, douleur de dos, je suis bloqué. 2 possibilités. Je vais pas visiter le zoo. Je lui dis à ma compagne et à ma fille, allez-y sans moi. Là, je suis bloqué du dos. Je pense que je me suis blessé et allez-y. Je passe la journée tout seul. Je passe une mauvaise journée. Je me nique le psychosocial. Ou l'autre, je sais que c'est pas grave. C'est sûrement juste une contraction musculaire. Ouais, ça me fait vachement mal. Je me bourre d'antidouleur, pas d'anti-inflammatoire. Du coup, je bouge beaucoup plus. Je passe une super bonne journée. Je sens pas ma douleur. Je me mets en mouvement. Et dans tous les cas, ça va passer. Antidouleur, du coup, tu faisais quoi? Doliprane. Ah, donc ton Doliprane. médicament. C'est pour ça que j'ai bien dit un antidouleur. Et on a un rapport à la médication qui des fois est particulière en mode je veux pas masquer le symptôme, je veux pas prendre des anti-inflammatoires. Tu vois, c'est des trucs que j'entends beaucoup avec des patients. Et on pourrait en reparler, les intérêts des anti-inflammatoires ou pas, parce que des fois c'est un peu too much. Mais des fois, moi je dis aux patients, en fait, prends un antidouleur. Je comprends que tu sois pas full médoc, mais en fait, moi sans antidouleur, je peux pas aller au zoo avec ma fille, je passe vraiment la journée au lit. Ouais, tu vois ok. Alors que, ouais. Si tu prends pas l'antidouleur, tu vas te réveiller toutes les heures cette nuit, tu vas avoir un sommeil catastrophique et du coup tu vas être encore plus douloureux. Doliprane, c'est un antidouleur? Ouais. C'est un antidouleur, si on va aller loin, un antipyrétique, en gros il fait baisser la fièvre.
Mais c'est le niveau 0 du médicament et donc niveau contre-indication, à part certains cas très 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 rares, il y en a quasiment pas. Meryl, elle avait mal, elle s'est pris 3 magnésium. Moi j'ai pris oméga 3, curculine, je me suis bourré de ça, j'ai mangé à fond oméga 3. Mais ça va bien, ça va bien. Et puis une fois encore, on a tous nos croyances aussi, tu vois. Sûr. Donc il y en a, ils vont être plus bouillotte, il y en a, ils vont être plus compléments, il y en a, ils vont être plus je vais chez mon ostéo et compagnie. Mais ce qu'on veut, en tout cas, c'est essayer de rester le moins immobile possible et continuer de rester en mouvement. Des fois, même si c'est pas évident. Même si c'est pas évident. Et c'est pour ça que vraiment, masquer le symptôme, des fois, en fait, on en a besoin. Parce que la douleur n'est qu'un signal. Ouais, c'est ça. En gros, c'est l'un des seuls outils qu'a notre corps pour communiquer avec nous. C'est ça. Il a pas WhatsApp, il a pas Instagram, il veut t'envoyer un message. L'un des seuls trucs qu'il peut te dire, c'est aïe. Tu vois? Mais en fait, la douleur et l'intensité de la douleur n'est en aucun cas corrélée avec ce qui se passe. Ouais. Tu vois? Et ça peut te faire très mal et en fait, c'est pas très grave. Exactement. Mais surtout, il peut ne rien avoir. Ouais. Tu vois? Il y a une expérience qu'on utilise beaucoup sur une histoire, pardon. C'est sur les formations sur la douleur. C'était aux États-Unis, il me semble, un mec dans le bâtiment qui avait un pistolet à clous. Donc c'est en gros un pistolet qui te tire des énormes clous dans le bâtiment, et il se tire le clou dans la chaussure. Énorme douleur, évidemment, t'imagines. Il se plie en deux, ses collègues veulent lui retirer la pompe, impossible. Il va aux urgences, il veut lui retirer la botte, impossible. Il anesthésie, parce qu'ils n'arrivent pas tellement ils bougent et compagnie. Anesthésie générale, imagerie, le clou est passé entre les orteils. Non. Je sais pas quoi dire. Rien. Et donc, la douleur n'est qu'une information. Et chez lui, l'information, c'était juste, il a flippé sa race. C'est la peur. C'est la seule info qu'il fallait tirer de ça. Mais la douleur, elle était énorme, tu vois. Et en fait, ça ne te donne en aucun cas l'état de ton corps, ni la gravité. Okay, c'est un et cas à l'inverse, mais c'est intéressant. dans le sens inverse, tu peux avoir un accident de voiture, avoir une triple fracture tibia-péroné. Si t'as la personne à qui tu tiens le plus sous la voiture, je te jure, tu te mets debout et la voiture, tu la lèves. Ah oui, avec ça, et des histoires de daronnes qui ont leur gamin sous la voiture et d'un seul coup, elles font un deadlift à 300 kilos, alors que de base, sous l'impact d'eau, elles savaient pas que c'était possible. Et alors que tu vois, la douleur n'est qu'une info. Et ton corps, il peut tout à fait la moduler. Je te la refais autrement. Là, je te mets un énorme coup de tête. C'est pas cool pour le podcast, mais t'as hyper mal. Dans la seconde d'après, t'as un lion qui débarque. Le coup de tête, tu le sens plus et tu tapes le sprint de ta life. Ah oui. Tu vois? Donc en fait, c'est le cerveau, il est capable de prioriser, d'avoir des effets où il va augmenter, où il va diminuer cette douleur en fonction de plein de croyances que tu vas avoir et de comment est ton environnement à un moment donné. Tu vois? Donc, la douleur n'est qu'une info. Alors des fois, elle est vraiment en lien. Une fois encore, tu prends un bus à 130, t'as mal au genou, va faire une imagerie et ce serait con parce que t'as peut-être la rotule en 8 morceaux. Des fois, tu t'entraînes comme un débile et tu fais pas gaffe à ta récup et le moment où la douleur apparaît, c'est parce que ton tendon est douloureux, mais en fait, ça fait déjà plusieurs semaines que ton tendon, il est en train de se fissurer. Et il y a un vrai trou dans ton tendon qu'il faut renforcer et qu'il faut retravailler avec le kiné. Donc des fois, il y a un vrai lien, mais des fois, le lien, il arrive trop tard et des fois, il y a plus de lien. Donc, la douleur, vous pouvez pas lui faire confiance. Ouais. Par contre, elle doit vous forcer à faire une pause et de vous dire, ok, qu'est-ce qu'il veut me dire? Tu vois, est-ce qu'il a complètement tapé à côté? Ou alors, avec un peu de recul, ok, j'avoue que là, j'ai peut-être un peu augmenté trop fort mon volume de course. Ok, peut-être que mon volume de sport n'a pas changé, mais par contre, ça fait 2 semaines où je dors mal. Ou alors, ça fait 3 semaines où au taf, ça va pas. Tu vois, c'est juste un signal. Et pour moi, c'est juste en fait le moment de te dire, ok, attends, pause. Tu vois? Et est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a un truc? Et en fait, souvent, il y a un truc. Pas forcément important, tu vois. Moi, je me suis jamais autant bloqué le dos qu'à l'époque où ma fille faisait pas ses nuits. Et en fait, mon beau corps, il me disait juste, mec, dors. Tu vois? Ouais, que du coup, forcément, vu que t'es fatigué, ça dérègle tout. Et le système de la douleur, il va être plus vigilant. Tu vois? Un peu comme une alarme incendie qui va se déclencher dès que tu passes devant sans que t'aies besoin de taper dessus. Tu vois? Et donc. T'as des belles métaphores, hein. Ah bah, sur le côté vulgaire, en fait, c'est ce qui marche le mieux avec les patients. Tu vois, pour faire passer un message, c'est que moi, je peux t'expliquer le modèle de la douleur. Ok, t'as 3 types de douleurs. T'as la douleur neurogénique, t'as la douleur neuropathique, t'as la douleur nociplastique. T'en as un, c'est bon, je t'ai perdu. Tu vois? Je suis perdu. Et c'est ce qui marche bien. Et sur le côté vulgarisation, et puis et même dans les formations, ce qu'on te dit de faire que j'arrive pas encore à faire, c'est que si vraiment tu veux passer un message, c'est même d'essayer de faire des métaphores en lien avec ce qui plaît au patient. Donc son sport ou sa profession. Tu vois, si t'es un boulanger, bah il faut que tu trouves des métaphores. Ok, bah tu vois, ta douleur c'est comme un pain qui gonfle dans le four. Enfin, bah, n'importe quoi, tu vois. Mais et en fait, si t'arrives en plus à lui faire une métaphore en lien, ça va beaucoup plus lui parler. Tu sais ce que je fais comme métaphore aux entrepreneurs quand je leur dis différence versus cardio et masse musculaire? Je leur dis cardio, c'est un peu la prestation de service.
service. Quand t'arrêtes, ça part assez vite. Mais la musculation, c'est un peu les actions en bourse, même si tu travailles pas 2-3 semaines, c'est toujours là. Ouais. Et on voit que t'es entrepreneur dans ta métaphore, tu vois. Et là, ils disent, ok, super clair. On démarre quand? Ouais, mais alors qu'à l'inverse, il y en a, président de service, ça va pas leur parler. Ouais. Tu vois. Et, mais de ce que tu disais, t'accompagnes beaucoup de gens qui bossent beaucoup, qui sont moins dans ce domaine-là, donc ils sont ok. Tu pourrais leur parler de crypto, ils savent très bien de quoi tu parles, etc., tu vois. Et donc ça, pour moi, c'est un de mes objectifs aussi, c'est d'être capable maintenant d'adapter ces métaphores, mais ça demande d'en avoir beaucoup et dans plein de domaines et d'être capable d'en créer rapidement, mais et en de savoir fonction... aussi qui t'es en face, parce que t'as quand même une belle chaîne YouTube. Alors, sur YouTube, je peux pas. Faire de métaphore? Je peux pas l'individualiser. Bah oui, voilà, donc t'es obligé de trouver une métaphore. Et en fait, c'est un peu ce que ma vision, tu vois, de mon métier, c'est soit, et c'est un peu ce qu'on peut des fois reprocher à des gens comme nous aujourd'hui qui vulgarisons, c'est que soit t'as la personne en 1 contre 1, et là tu peux être très précis, très spécifique, soit tu fais de la vulga, et en fait tu ne peux dire que des généralités qui vont s'appliquer à une grande partie des gens, mais pas à tout le monde. Bah oui. Tu vois. Et il y a toujours des gens qui vont dire, oui, mais vous avez dit ça, mais moi j'ai fait ça que. Oui, mais en fait toi t'es peut-être l'exception qui confirme la règle. Ou... En fait, sur les réseaux, tu peux pas rentrer dans tous les tas. Une fois encore, 80% des douleurs de dos vont passer avec des exercices, t'as 10% qui vont passer avec ça, et t'as 5% avec ça, et t'as 2% avec ça, et t'as 1% avec ça, et t'as 0,1% avec ça. Tu veux qu'on parle du 0,1%, sérieusement? Tu vois? Je peux, mais en final, c'est dommage parce que avec mon audience, je peux pas vous dire, voilà, la technique pour traiter 0,1%, parce qu'en fait, la vidéo, si elle fait 1 million de vues et qu'1 million de personnes font la technique qui marche pour les 0,1%, bah, elle va marcher sur 0,1% d'1 million. Alors que si j'ai la technique qui marche pour 80%, bah, 80% d'1 million, tu vois. Et donc, c'est un peu la limite de la vulga, c'est que, à s'adresser à tout le monde, on est moins spécifique. Donc, tu peux à chaque fois dire, oui, mais il y a des particularités, tu peux essayer de mettre de la nuance. C'est pour ça que le format podcast est trop bien. Parce qu'en fait, c'est là où tu peux délivrer le plus de valeur. Quand moi, je fais une vidéo Insta, 3 exos pour ta douleur de dos. En fait, elle peut te faire autant de bien que de mal, ces 3 exos. Ouais, tu vois, mais par contre, bah, je sais que, j'ai pas la solution à ça, hein, parce qu'il y a plein de gens des kinés sur les réseaux qui disent que les kinés devraient arrêter de faire ce qu'on fait sur les réseaux. Ah ouais? Parce qu'une fois encore, je te montre un exo, ben, ça peut te faire autant du bien que du mal, parce qu'il n'y a pas le bilan qui va avec, tu vois, et que sur le biomédical, une fois encore. Tu vois. Donc c'est des nuances qui sont compliquées, mais bon, en même temps, t'éduques les gens et tu vulgarises un message, quoi. Ouais, c'est. Après, c'est juste un parti pris. Après, moi, c'est ma vision, mais on retombe toujours sur ce côté. En fait, il y a rien de plus efficace que l'individuel. Mais le problème, c'est que avec ce côté-là, l'individuel coûte cher. On retombe sur ce que tu disais. Tu vois. Et moi, j'ai plein de patients. Alors, soit coûte cher, soit prend du temps. Et qui arrivent au cabinet et qui me disent. Franchement, avec vos vidéos, j'ai pu traiter ça et ça. Et là, bon, bah, ça marche pas avec vos vidéos, donc je viens vous voir, tu vois. Mais en fait, ça donne aussi beaucoup de solutions. Ouais. J'ai trop de trucs à dire, mais je crois que on va passer au oui-non. Ouais, et on dira dessus. En fait, c'est fou parce que je te jure, j'ai l'impression que t'as lu les notes. T'as vraiment. C'est vrai? Je suis hacker. T'as vraiment. Après, ça veut dire comment c'est pertinent, qu'il y avait une suite logique. Ouais, bravo. c'est que. Le podcast était bien préparé. Bravo à vous. Non, mais c'est sûrement que vos questions, elles étaient bien spécifiques à mon taf au final. Oui, bah. Tu vois. On voyait ce que tu faisais et tout. On s'est renseigné aussi, donc le but, c'est que de faire quelque chose qui te plaît. Du coup, tu connais le oui-non? Faut pas que je dise oui ou non, c'est ça? non, oui. Réponse courte. Ouais, tu pourras. Par oui ou par non, et un joker, et puis après, si on a le temps, on rebondira. Alors, ce qui est très compliqué dans la santé, hein, parce que comme je le disais, ce qui est cool, mais je vais me prêter au jeu, t'inquiète pas. Mais sachez qu'il faudra rajouter un ça dépend à toutes mes réponses. Vas-y, on est parti. Vas-y, je t'en prie. On doit continuer le sport, même blessé. Oui. Moins on bouge, plus on a de problèmes. Oui. Les sports unilatéraux posent des soucis d'un point de vue squelettique. Non. Travailler sa souplesse devrait être obligatoire. Oui. On a besoin d'un kiné toute notre vie. Non. On devrait tous travailler debout. Non. Les sports à impact sont mauvais pour nos articulations. On peut rattraper une asymétrie musculaire grâce à des renforcements musculaires. Oui. Est-ce qu'il existe un meilleur sport pour la santé? Oui. Est-ce qu'on peut se remettre d'une blessure rapidement? Oui. On devrait tous faire de la musculation. Non. La sédentarité est le plus gros problème du XXIe siècle. Oui. Hey, 50-50 hein. C'est quoi le meilleur sport pour la santé? C'est pour ça, c'est que. En fait, alors on a dit qu'on avait pas. Il n'y a pas le meilleur sport. Mais il y a un groupe de sport. Mais parce qu'en fait, ça, une fois encore, le truc un peu bateau, mais c'est celui qui te plaît. Parce qu'en final, tu vois, déjà, il y a cette réponse-là qui est lambda, mais qu'il faut quand même ne pas oublier. Ça, on le dit beaucoup. Mais, par exemple, par rapport à la. En fait, il y en a quand même beaucoup que je peux classer
Tu vois, genre course à pied, c'est bien, mais c'est quand même pas ouf. Et CrossFit, c'est beaucoup plus complet. Aerox, c'est plus complet. Triathlon, c'est plus complet. Donc, tu vois, je mettrais en tout cas, si il fallait en choisir qu'un, un sport qui varie beaucoup les stimulus, tu vois. Parce qu'en fait, même dans les recommandations aujourd'hui de l'OMS, sur quel est le sport qu'il faut faire, il y a du cardio bas, du cardio haut et du port de charge lourde. Oui, donc... Ça, c'est dans les recos. Et quel que soit l'âge, et quel que soit, tu vois, même chez les yeux, et ça, je trouve ça trop cool, ils préconisent de porter des charges lourdes chez les personnes âgées. Donc quand tu dis cardio bas, c'est, je te dis une bêtise, 10 000 pas par jour. Cardio élevé, c'est on va quand même faire un peu d'intensité. Ouais. Et puis après... En fait, ils te disent, alors j'ai plus les chiffres parce que je suis nul en chiffres, mais je crois que c'est un truc du genre 150 minutes d'activité physique d'intensité faible ou modérée. Ouais. Par semaine. Ouais. Ou 75 minutes, donc la moitié, d'activité physique intense. J'avais vu une étude qui avait dit que les sports de raquettes, ce qui m'avait quand même étonné, étaient les meilleurs pour aussi tout ce qui était synchronisation motrice. Oui. Et c'est vrai qu'avec le recul, tu dis, mais t'as raison parce que tu vois, je prends le tennis, tu vois une balle rebondir, tu dois estimer le temps que tu vas y aller, la vitesse que tu dois mettre dans l'impact, quand tu tends le bras. Et c'est vrai que quand tu prends du recul, tu dis, même si c'est un sport unilatéral, c'est méga complet. Oui, alors, il y a... En fait, je pareil, quand tu analyses le sport, il y a pas mal de choses. Moi, je trouve les patients qui ont le meilleur schéma moteur, donc vraiment, schéma moteur, c'est est-ce que j'arrive à bouger mon corps. Donc, pour faire simple, genre, est-ce que j'arrive à bouger mes oreilles. Tu vois, bouger mon corps, tout le monde te dit oui. Mais au final, tiens, bouger mes oreilles, et puis bouger mon corps, tu vois, il y a plein de trucs. Donc, les meilleurs schémas moteurs, c'est les sports de danse, et tu vois, c'est tous ces sports-là. Ouais. Et de gym. C'est les sports où ils ont vraiment appris à maîtriser leur corps, mais comme personne, tu vois. Genre, au niveau de ton dos, t'as 24 vertèbres. La plupart des gens, on bouge pas du tout les vertèbres les unes par rapport aux autres, tu vois. Genre, si je dis bouge ta T8 par rapport à ta T9, waouh, en fait, tu vas bouger la T4 et la T12 en même temps, tu vois. Et en fait, plus t'as eu ces sports-là, plus t'es capable de mouvements fins et précis de toutes les articulations les unes par rapport aux autres. L'avantage d'un sport de raquette, c'est que c'est aussi un sport à projectile. Donc, t'as cette vision, en effet, d'anticipation et de mouvement dans l'espace. Il arrive, à quelle vitesse il arrive. Je me place pas là où il est, mais là où il va être, etc., etc. Donc, tu vois, ça, c'est un truc que tu ne retrouveras que dans un sport avec un objet. Ping-pong, raquette, tennis, badminton, etc. Et donc, cette anticipation, et un tennis, t'as pas la même vitesse de réaction qu'un ping-pong. Non. Là où la distance et la vitesse, tu vois, sont différentes. Donc, tout ça, ça joue. Tu travailles d'autres trucs, quoi. C'est pour ça, d'ailleurs, que les recommandations chez les enfants sont de limiter le plus possible l'hyperspécialisation. Ouais, faire plusieurs sports. Ouais, on leur dit, en gros, pendant leur croissance, éviter de leur faire que du foot ou que de la danse, et c'est mieux qu'ils soient touche à tout, parce que, comme tu le dis, bah, tu vas développer d'autres capacités motrices, tu vas avoir une intelligence. Tu vois, on parle souvent des 7 niveaux d'intelligence et de l'intelligence physique. Et en fait, cette intelligence, c'est, bah, je peux être très bon dans un sport, courir, mais c'est bête et méchant courir. T'as zéro stratégie, à part de pas partir trop vite, tu vois. Tu peux avoir, vas-y, sur un 10 kills, je vais peut-être adapter ma vitesse, mais c'est assez bête, tu vois. Sur un marathon, aller un peu plus sur mon ravito, mais c'est bête, tu vois. Un sport d'équipe, t'as beaucoup plus de stratégie, tu vois, t'as beaucoup de choses que tu vas développer. Donc, t'as raison, et je suis convaincu qu'en vrai, bon, ça c'est un peu une populaire opinion. Peut-être qu'avant 5, 6, 7, 8 ans, peut-être même 10 ans, en vrai, les enfants, ils devraient juste faire du sport et découvrir des choses plutôt que, tu sais, de poser les fesses sur une chaise et... Ouais, non, ça c'est un... Bah, de toute façon, je trouve qu'en France, on est peut-être un pays où on a beaucoup cette partie études et beaucoup moins la partie sport. Là où t'as beaucoup d'autres pays qui sont... J'ai pas les valeurs, mais qui sont pas réputés pour être débiles et ils font beaucoup plus de sport. Qu'Espagne, hein. Ouais, et ils passent beaucoup moins de temps derrière leur bureau et ils sont pas plus bêtes que nous, tu vois. Donc, mais par contre... j'ai plus appris, je pense, en faisant un voyage avec ma classe de latin en allant à Rome qu'en allant de cours d'histoire sur l'Antiquité. C'est parce que c'est son côté italien, ça. Non, mais t'es très chauvin, j'ai l'impression. Non, mais tu peux faire la même chose sur, tu vois, j'ai plus appris sur, tu vois, toute la guerre en Espagne, un jour en allant à Barcelone et ils sont vraiment en colère contre Madrid, que, en fait, en 2 ans d'espagnol où t'as, hola todos, oui, c'est vraiment dans le concret d'aller faire des actions concrètes, bah, du coup, t'apprends plus. Bah ouais, t'apprends plus. Et tu prends plus de plaisir, tu vois. Mais t'apprends d'autres choses aussi à l'école. Tu vois, tu vas prendre des rigueurs et compagnie. Mais tu vois, l'autre jour, j'avais le débat, donc ma fille, 3 ans et demi, petite section, elle a loupé 2 jours d'école pour aller à Disney avec sa famille. Alors oui, les profs, ils aiment pas, mais en fait, entre faire du coloriage avec d'autres enfants de 3 ans, VS, voir ta famille, voir Mickey, faire des manèges, tu vois, dans le développement de l'enfant, vas-y, viens, on va. Franchement, j'avais pas beaucoup de culpabilité, tu vois, à ne pas l'emmener à l'école, tu vois. C'est très bien, en vrai. Et donc, en effet, je pense que c'est pour ça que le meilleur sport, ce serait le sport qui va le plus te stimuler toutes les capacités de ton corps. Parce qu'en fait, il y a un peu ce côté use it or lose it. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de choses
que c'est très compliqué de faire du cardio. Tu vois, c'est un peu comme quand tu suis toutes les recommandations de tout. Ouais, en vrai, ça fait quand même beaucoup, tu vois. C'est même déprimant. Ouais, et donc dans le sport, il faut être souple, il faut être fort, il faut être mobile, mais il faut être fort sur ton 1 RM et sur ton 10 RM. Il faut être capable de courir un 400 mètres, un 10 bornes et un marathon. Tu vois, il faut être capable d'être à l'aise dans l'eau et dans les airs. Il faut être capable de bouger son corps dans tous les plans de l'espace. Enfin, tu vois, en vrai, c'est le travail d'une vie, en fait, de ne développer que son corps, tu vois. Et donc, je trouve que c'est bien de pouvoir varier. Triathlon, tu vois, c'est cool, les sports un peu multi, mais une fois encore, on l'a dit, la sédentarité, c'est peut-être l'un des premiers problèmes. Donc, déjà, trouver un truc qui vous fait kiffer, que vous allez faire régulièrement. C'est ça. C'est toujours mieux que de se dire, ah, ok, j'ai entendu le podcast Corps Esprit, il faut aller faire du crossfit, je fais du crossfit, mais j'aime pas ça. Non, je prends trop des épaules, ça me gonfle, j'arrête, je me blesse. Enfin, tu vois, non. Je préfère quelqu'un qui court régulièrement. Et les coureurs sont en général en bonne santé, hein. Tu vois, moi, j'ai plein de patients, ils ont 60, 70 ans, ils continuent de courir, ils sont en pleine forme, tu vois. C'est hyper cool. Donc c'est vraiment la priorité. Dès que tu fais un truc qui te fait plaisir, bah tu le fais sur le long terme, et c'est le long terme qui est important. Ouais, totalement. Et donc, mais ouais, moi, je viens du CrossFit, donc je t'avoue que je le prône quand même pas mal. Okay. Purée, Aymeric, on a fait un sacré épisode. C'était très cool. Je crois que c'est le plus long qu'on ait fait. Tu penses? Ça a duré au moins 1h30 là. On a commencé à peu près. Donc franchement, c'était trop cool. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin? On mettra tous tes réseaux en description, tous tes liens, YouTube, Insta. Que tu veux. Merci beaucoup. Un mot de la fin. Abonnez-vous peut-être. Alors abonnez-vous. Allez voir cette nouvelle gamme qui vient de sortir. Tu me feras mon billet après. Et non, si on va rester sur ce côté-là, c'est. Je pense que les gens, j'aime bien cette phrase, c'est que les gens ils surestiment ce qu'on peut faire avec leur corps en 3 mois, mais souvent ils sous-estiment ce qu'on peut faire en 3 ans. Ouais, c'est. Tu vois. C'est vrai. Et on perdra jamais à investir en notre corps, tu vois, que ce soit physique, mental, psychologique, tu vois, aller faire une thérapie quand ça va pas à niveau mental, tu vois, aujourd'hui le fait d'avoir un psy ça devient quasi banal et c'est hyper cool, tu vois, alors qu'avant c'était hyper tabou, mais en fait investir sur soi plutôt que sur son téléphone. Ah bon, on est d'accord. Bah écoute, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous pour l'invitation. Ouais, merci. Et attends, notre petite question. Qui aimerais-tu voir dans le podcast, qui travaille dans la santé physique ou mentale? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu recommanderais? Il y en a beaucoup parce que je connais beaucoup de pros de santé sur les réseaux. Je vous dirais Greg, Major Mouvement, mais qui est kiné, qui est un bon pote, mais qui est kiné et qui a beaucoup la même vision que moi. Donc, etc. Non, peut-être plus. C'est quoi, plus sport ou plus santé? Peu importe, du moment en fait, nous on parle de santé, donc soit santé physique, santé mentale. Santé mentale, ça pourrait être cool. Tu vois, une psy, moi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup aussi. Et je pense que ça serait intéressant. Ok. Mais t'as pas une psy en particulier? Delphine, la psy, je crois c'est son nom sur les réseaux. Ok. Qui est hyper cool. Okay. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire là-dessus aussi, tu vois. Ouais, c'est sûr que ça c'était un truc qu'on voulait faire avec un psy. Et en vrai, je suis sûr que même sur la partie kiné, il y a tellement de choses encore à voir. Ah bah là, on peut tripler l'épisode. J'ai 15 milliards de questions. Mais bon. On va prendre rendez-vous. On fera une partie 2 si les gens sont chauds. Avec grand plaisir. Bah nous, on dit toujours rendez-vous dans 5 ans. Peut-être qu'on va pas attendre 5 ans. C'est un peu long. Pour les 40 ans. Je vais me faire défoncer en off. Bon, bah, merci beaucoup. Pensez à vous abonner. On met la cloche, on s'abonne, on like, on met un petit commentaire. On va soutenir Aymeric. On va sur nutripreneur.com. Et merci encore à vous pour faire vivre ce podcast. Voilà, on vous embrasse et rendez-vous dimanche prochain, 18h. Ciao. Des bisous.